Bonjour à tous. On va attendre que certains rejoignent le live qui n'était pas annoncé, donc on va voir le nombre que nous sommes. Mais il y a du grand public là, il y a du local, il y a du vrai local. Bon les amis, ce soir c'est un live un peu différent des autres, puisque la dernière fois j'avais Clément qui était là pour poser les différentes questions qu'on avait reçues. Ce coup-ci c'est total impro, d'ailleurs il était même pas annoncé. Parce que je savais pas si je serais à l'heure, et au final je le suis, donc ça fait plaisir. Bah écoutez, j'attends que d'autres arrivent. N'hésitez pas à poser des questions, mais si vous pouvez pas en commentaire, parce que comme je suis seul, je suis pas en mesure de les récolter. Vous pouvez les balancer, je crois dessous, je suis vraiment une bille sur Insta, mais je crois qu'il y a une case là qui m'apparaîtrait, où justement vous pouvez mettre les questions là, au lieu de les mettre en commentaire. Donc ça me permet quand même à moi de les consulter. Voilà, parce que donc là j'ai envie de répondre à des questions qui ont été posées à répétition, mais j'aime autant que ce soit celles de ceux qui sont là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous les mettez dans la case question juste en dessous, parce que comme j'ai pas mon partenaire des derniers, eh ben je suis pas en mesure de tout récolter. J'attends encore une minute que certains aient le temps de se connecter. Et après, ben, on démarre. N'hésitez pas, s'il y en a même qui ont des questions d'ores et déjà, à vous les balancer dessous. Pas en commentaire, hein, je le redis, un peu plus bas. Salut Sandro. Un fidèle au poste. Fafmout, alors ça c'est un autre profil. Bon, compliqué ce garçon. Non, je blague, hein, c'est parce que celui-là je le connais, c'est pour ça. Mais du coup, il est tout aussi compliqué. Hein. Allez, génial. Ah ben, on a un bosseur qui me suggère d'inviter quelqu'un, mais qui m'obligera à faire un peu de politique, et on va essayer de rester sur la philosophie sur ce coup, les gars, mais peut-être un jour. Salut Théo. Bon les gars, merci à tous de rejoindre le live. On va essayer d'aborder quelques questions là qui ont été posées récemment. Comme j'ai dit, hein, ce coup-ci, je suis seul, donc si vous avez des questions, envoyez-les dans la case questions, pas dans la case commentaires, et comme ça, on essaie d'animer au maximum. N'hésitez pas à rebondir. Comme à la coutume, je vous fais pas une trop longue intro, parce que sinon vous allez bouger pour le film de Noël, je vous vois arriver. Bande de drogués, ou Joséphine le dimanche soir, non, sur la 21, dans ces eaux-là. Là. Voilà, donc non, restez fidèles. Donc rebondissez sur chaque question, on peut les poncer jusqu'au bout. C'est pas parce que ça part d'une que ça n'entraîne pas d'autres. N'hésitez pas à les mettre en dessous. Et moi j'essaie de consulter, mais je le redis, casse question, pas sous les commentaires, je pourrais pas suivre. Voilà, donc je vais vous parler de certaines que j'ai reçues récemment. Donc là, je les ai sous les yeux, hein, je les ai fait migrer sur le PC. Voilà. Et bien encore une fois, si ça rebondit, vous repartez. Donc récemment sur une des dernières vidéos, alors c'est celle-là celle-là, ça anime toujours les passions, hein, c'est le sujet de l'enfant, voilà. Yotar, j'essaierai de te répondre. Alors le problème c'est que je voudrais pas embêter les autres. Le principe de la mécanique de la vie, c'est juste essayer de fonctionner avec des lois de l'univers, si tu veux. C'est-à-dire qu'au lieu de partir sur des postulats qui nous sont propres, hein, c'est d'essayer de trouver une logique à plein de facteurs. C'est-à-dire si des fois on peut réunir et de la science, et de la philosophie, et de la religion même, pourquoi pas, des observations du quotidien, et qu'en fait on voit qu'il y a une convergence entre tout, ben on se dit ok, il doit avoir une raison, il doit avoir une répétition, il doit avoir une intelligence derrière, puisqu'il y a une convergence entre tous les secteurs finalement dont on a accès à l'information quelque part. Et donc à partir de là, quand moi je les ai supposés, je les ai ensuite appliqués, et j'ai essayé de voir s'il y avait une résonance dans mon observation des phénomènes humains ou dans la vie de tous les jours, et ça a été le cas. Donc voilà, donc j'ai essayé d'extraire ça, et après j'appelle ça une loi de l'univers, mais c'est sur des observations et des convergences, quoi. Voilà. Mais moi, la plupart des choses que je dis, je les ai vues se répéter, hein, donc c'est pas du système de croyance. Évidemment, il y a des sujets, nous quitterons tous la Terre, et nous saurons pas la réponse. Il faut quand même être humble par rapport à ça, c'est une évidence. Donc je disais, la première question par laquelle on pourrait commencer, c'est les enfants, que j'ai énuméré très rapidement dans une brève vidéo d'1 minute 30. J'espère que la plupart d'entre vous l'a déjà croisé. Bon, en gros, il faut comprendre qu'en fait, l'humain est sur Terre pour évoluer, d'accord? J'ai déjà abordé le sujet, je rentre pas trop en détail, comme tout le vivant qu'il y a sur Terre. Donc, à ce titre,
à ce titre, l'enfant doit se poser la question s'il est dans un moment d'évolution, un moment d'évolution personnelle, intellectuelle ou spirituelle, si vous voulez, pas évolution au sens physique, évidemment, puisqu'il va grandir, il est en pleine croissance, on va pas commencer à partir sur ces sujets-là. Ce que je veux dire, c'est à partir de là, l'enfant, comme il n'est pas un être d'évolution, puisqu'en fait, il ne peut pas être testé puisqu'il n'a pas les prérogatives ou les armes ou les paramètres à ce moment-là pour pouvoir le faire, eh bien, ça veut dire son rôle s'inscrit différemment. Donc, le rôle de l'enfant va s'inscrire différemment. Et c'est là que moi, au lieu de dissocier l'être d'évolution, qui est l'adulte, ou déjà l'adolescent, partiellement, l'enfant va être un être de fonction. C'est-à-dire que comme on ne peut pas vraiment le corriger, comme on peut pas vraiment on peut pas vraiment le blâmer pour les choses qu'il ne sait pas des choses et de la vie, et à partir de là, ça veut dire il n'est pas il n'est pas dans l'évolution et dans la fonction. Et sa fonction, ça va être justement d'être le détracteur et le miroir utile à l'évolution de ceux qui, eux, sont déjà dans le test. Puisque la vie est un test, on a toujours à choisir entre bien, mal, bon ou mauvais, même si chacune des choses que je viens d'énumérer est discutable, bien que pas tant que ça, quand nous y réfléchissons. Et donc l'enfant va évoluer et donc va fonctionner, va renvoyer à ses parents ce que la vie attend vraiment d'eux. Donc, comme je l'avais énuméré, d'une part, il va être miroir, c'est-à-dire que l'enfant va répéter ce qu'il connaît, va fonctionner, va produire ce que produisent ses parents, puisque c'est ce qu'il connaît, c'est son référentiel. Comme pour dire aux parents, tu es excessif dans tel domaine, change. Et donc le parent va dire oui, il va le gronder, il va gueuler. Et des fois même on met les enfants sous cacheton parce qu'on dit qu'ils sont hyperactifs machin. Oui, mais si un des deux, comme je l'ai dit dans la vidéo, si un des deux parents l'est, il peut pas demander à un enfant de faire le contraire de ce qu'il connaît, c'est contre nature. Donc voilà, ça c'est dans l'aspect miroir. Et donc ce qui est intéressant de comprendre, c'est que comme l'enfant a un comportement qui est d'utilité, c'est un comportement d'utilité, puisqu'en fait c'est un retour, c'est une information pour les parents. Si les parents opèrent une modification comportementale, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que l'enfant aussi, puisqu'en fait la fonction que l'enfant remplissait, qui était de montrer aux parents leur trop ou leur pas assez comportemental, eh bien en fait n'a plus raison d'être puisque les parents l'ont corrigé. Donc à partir de là, l'enfant va changer de comportement et c'est ce qu'il y a à comprendre de ça. Donc ça c'est dans l'aspect un peu plus miroir. Dans l'aspect détracteur ou dans l'aspect contraction du comportement des parents, c'est que le fonctionnement, le comportement et les situations que va attirer l'enfant seront fonction de ce qui est nécessaire aux parents de sevrer, d'évoluer, de rééquilibrer. Vous pouvez le mettre à tous les niveaux, d'accord? Je le vois beaucoup chez les parents qui ont de la culpabilité, voilà, ou du sacrifice. Vous allez avoir un enfant qui va solliciter énormément les parents et les parents vont passer une vie entière à faire passer les enfants outre mesure en fait avant eux et comme pour les pousser, leur dire jusqu'où vous allez aller dans ce délire-là. Ou si vous avez honte, par exemple, en société, etc., vous pouvez avoir un enfant qui va vous créer des situations un peu rocambolesques pour vous mettre face à ça. Si vous aimez la discrétion, il va foutre le bordel. Vous voyez, souvent c'est par contraction. C'est pas un miroir, c'est en contraction. Et si vous changez de comportement, celui de l'enfant change également. Alors je vois qu'il y a une paire de questions dessous, je vais essayer quand même de suivre. Ok, ça marche. Alors il y a quelqu'un qui nous demande Sant'Angelo, comment expliques-tu l'apparition de maladies neurodégénératives? Alors ça, si vous voulez un jour, on pourra faire un topo. Alors neurodégénératif, c'est extrêmement spécifique. Quelque part, dans le neurodégénératif, il y a le corps qui n'appartient pas. Donc là, on est un peu bifurqué des enfants. S'il y a des questions sur les enfants, on peut les mettre, on pourra y revenir. Le corps n'appartient plus à la personne. Alors ça, il y a plusieurs choses. Là, c'est vraiment multifactoriel. C'est-à-dire que, d'une part, il y a très souvent des traumatismes inscrits. On va pas rentrer très longuement là-dedans, mais on le fera une fois si vous voulez, maladies spécifiques. Dans les générations, c'est-à-dire les parents, grands-parents, il y a des marqueurs particuliers. Et des fois, vous pouvez avoir une famille où il y a eu, où à un moment donné, c'est comme si le corps, la personne était plus en pleine possession de ses moyens avant.
d'accord? Ça peut être des gens qui ont été emprisonnés, d'accord? Comprenez. Alors ça va vous paraître, hein, il faut regarder du côté de l'épigénétique pour comprendre ça. Des parents qui peuvent avoir été emprisonnés. Ben en fait, quand vous êtes emprisonné, c'est comme si votre corps ne vous appartenait pas. Et en fait, quand vous avez ce genre de marqueur, 2 ou 3 générations plus tard, vous avez plus de probabilité de déclencher ce genre de symptômes pathologiques. Mais bon, là, je vous fais un raccourci de quelque chose qui mériterait un peu plus de temps. Que ça, voilà. Après, il y a un deuxième facteur où ce genre de maladie arrive. Ça, pareil, il faudra, je rentrerai dans les détails si vous voulez. Une fois, on fera vraiment un live pathologie. Ça, c'est en fait que quand vous allez avoir en fait 2 êtres qui ne veulent pas se séparer. Quand vous allez avoir, parce que là, ça paraît extrêmement cliché, mais l'amour est un marqueur extrêmement important dans les relations humaines. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand dans votre jeunesse ou vos antérieurs, donc vos ancêtres, il y a eu une séparation douloureuse. Par séparation, ça peut être le deuil, ça peut être un accident, ça peut être parce qu'il y a un exil, ça peut être parce qu'on a fui un territoire en guerre, ça peut être toutes ces choses-là. Ou un enfant avait les parents qui ont été arrachés, parce que vous savez, à l'époque, les familles s'arrachaient des fois les enfants parce qu'il y avait un garçon. Voilà, il y a beaucoup de choses de ce genre-là. Et ben en fait, ce qui se passe parfois, c'est que quand l'enfant vient au monde, il vient avec ces marqueurs-là. Ou plus tard, hein, ça peut être les marqueurs aussi dans son enfance, mais comme je vous dis, ça peut être parents, grands-parents aussi. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que l'inconscient de l'enfant c'est comme s'il était en capacité d'activer un gène qui va faire en sorte de déclencher des symptomatiques ou des pathologies pour qu'en fait son état demande une attention particulière à ses parents et à sa famille, pour que la séparation inconsciente qu'il porte eh bien ne puisse pas être, parce que son état demandera tant d'attention de la famille qu'il aura toujours les yeux et l'amour posés sur lui. Voilà. Et des fois, sur les symptômes, sur certains symptômes, quand justement il y a un apaisement qui se fait par rapport à ça et à la peur de ces symptômes-là et l'angoisse ça peut générer, mais aussi de plus avoir la peur d'être séparé, hein, d'être isolé l'un de l'autre, et ben souvent la maladie, moi en tout cas je l'ai vu plusieurs fois, et ben elle s'amenuit parce qu'en fait à la base la maladie elle est informative, hein, et donc quand on comprend le paramètre émotionnel qui vient influer là-dessus et quel est l'intérêt, hein, l'intérêt il est toujours comportemental. Ben en fait c'est que l'intérêt comportemental c'est qu'on rééquilibre finalement le fait de vouloir absolument aider l'autre, sauver l'autre à outre mesure, et que l'autre va nous solliciter dans cette direction. Voilà. Parce que le problème, c'est que le sacrificiel est vraiment la problématique numéro 1 chez les humains, notamment chez les occidentaux. Parce que nous sommes rentrés dans les sociétés de confort, on n'est plus dans des sociétés où nous avons faim, on n'est plus dans des sociétés où nous connaissons la guerre directement. Et donc maintenant, une des grandes intitulées de nos problématiques, c'est le sacrificiel. C'est le fait en fait de toujours vouloir sauver ou aider les autres dans une trop grande mesure où on a tendance à les faire passer avant nous. Et alors des fois c'est tous les gens ou des fois ça peut être juste notre famille, mais souvent on a un comportement par rapport à ça qui est extrêmement déséquilibré et dans la vie nous sommes de reprendre l'équilibre qu'il convient d'avoir. Hein. Je rappelle que tout est un équilibre et que tout déséquilibre en fait doit créer un nouvel équilibre plus tard. C'est une forme de destruction créatrice. Voilà. Mais je peux rentrer plus en détail par rapport à ça. Donc ça c'était la question de Sant'Angelo. Quel apprentissage peut-il avoir si une personne... Ok, je vois son truc. Voilà, donc merci pour sa question du coup. Je regarde si j'en ai d'autres, sinon je passe à celle que j'ai reçue précédemment. Non mais il y en a, ils se lâchent. Hein. Hugues, enfin, comment explique? Non mais vraiment, il y en a, ils abusent. Hein. Donc ça, c'était pour la première chose. Donc les enfants, la maladie neuro, je vous ai sorti quelques grands exemples. Et ça, c'est souvent les enfants qui naissent avec une maladie. Hein. Les enfants qui naissent avec une maladie, souvent, vous allez retrouver... Donc là, je refais une intro rapide pour ceux qui auraient pu la louper. Par exemple, je crois que c'est un épigénétique, hein, ils s'aperçoivent que une souris que vous allez choquer avec tel additif, et ben en fait, jusqu'à 4 générations plus tard, vous représentez ce même additif à la souris et elle en a peur ou elle réagit négativement. C'est-à-dire que le marqueur d'un traumatisme porté par l'ancêtre souris traverse les générations et vous le retrouvez chez les descendants.
Bon, c'est aussi quelque chose qu'on peut constater assez facilement dans le transgénérationnel, etc. Bon. Et donc là où je veux en venir, c'est que c'est pour ne pas s'axer sur la neurologie, c'est pour être dans une vision un peu plus d'ensemble. Ce qui va se passer souvent, c'est qu'un enfant qui va avoir des symptômes à la naissance ou une maladie dans sa jeunesse, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose d'inscrit chez les parents et les ancêtres, donc avant lui. Voilà. Et selon la maladie, l'expression est un petit peu différente. Je vous reprends l'exemple que je prenais tout à l'heure sur la séparation. Eh bien, quand vous avez des fois un enfant qui ne veut pas justement être séparé des parents, ben, des fois il va contracter des symptômes justement pour avoir une attention maximale sur lui et justement avoir toute cette attention-là et surtout générer de l'aspect sacrificiel des parents qui peuvent s'oublier pendant une vie entière alors que finalement la vie attend d'eux de trouver une juste mesure. Et souvent l'état symptomatique de l'enfant risque de s'améliorer s'il comprend l'intérêt, même si ça peut paraître extrêmement nouveau à certains, ce genre de postulat, si les parents justement trouvent une mesure à leur abandon ou à leur sacrifice vis-à-vis de l'enfant. Donc ça c'est un sujet c'est un sujet qu'on pourra s'amuser à développer dans le futur. Voilà. N'hésitez pas, je le redis, à envoyer des questions et pas en commentaire dans la case questions parce que comme je suis seul cette semaine, j'ai été abandonné ou pas. Mais ça sera beaucoup plus facile pour moi pour les récupérer. Voilà. Donc je regarde les autres questions que j'ai reçues. Bougez pas les gars. Et les filles d'ailleurs. Alors que penses-tu du karma? Alors le karma, le problème c'est que ce mot il a été... je pense que ça se dit biaisé par le 21e siècle et la spiritualité moderne, même si ça n'en est plus du coup. Alors on entend par karma le fait que quand on agit mal, on récolte le mal. Maintenant c'est un peu le sens en vogue. Pour moi, ce que je qualifierais comme étant ce qu'on appellerait karma, c'est du capital d'évolution spirituelle, mais du capital d'évolution personnelle. Voilà. Moi dans la mécanique de la vie, je considère que le karma, c'est ce que nous venons faire sur Terre, c'est-à-dire vous êtes dans un programme où tout est organisé à des fins d'évolution personnelle. Voilà. Vous voyez bien que vous avez toujours à choisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre bien, mal, bon et mauvais. Vous voyez bien que tout est un équilibre sur Terre. Vous pouvez le regarder, que ce soit en physique, que ce soit même dans votre repas. Même si l'équilibre est un peu variable en fonction des individus, mais quand vous commencez à mettre trop de poivre, ça devient dégueulasse. Donc finalement, votre plat est aussi un équilibre, même si l'équilibre de chacun est un peu variable. Mais finalement, on s'y retrouve quand même. Donc le karma, c'est ni plus ni moins pour moi qu'une expérience donc sur Terre dans un processus d'incarnation où on vient chercher quelque part des points des points de compréhension, des points d'évolution et donc en fait toute notre vie et toute la Terre, nos familles, la société, la politique, la science, la civilisation, le sexe dans lequel que vous soyez un homme ou une femme, etc. est organisé totalement à cette fin. Tout le reste, c'est une organisation qui est fabriquée à cette fin. Voilà. Et donc pour moi, le karma, c'est finalement l'expérience que nous allons produire avec ces paramètres-là. Et c'est pour ça que vous voyez que les civilisations doivent être modifiées, doivent germer et doivent être aussi variables en fonction des continents, en fonction des pays, en fonction des époques, parce que les paradigmes doivent changer. Si maintenant on prend ce que je viens de dire dans un jeu vidéo, bon, vous démarrez le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est quoi? C'est des paramètres dans lesquels vous êtes projeté par un programmateur. Bon, bienvenue, on dirait que c'est à peu près la même chose pour l'expérience humaine. Mais au bout d'un moment, quand vous avez fini le jeu en 2-2, enfin le niveau en 2-2, il va falloir que je vous complexifie les paramètres. Mais en vérité, tous les paramètres, ils sont faits à la fin de vivre une expérience sur le jeu, de devenir plus performant, de le faire plus rapidement, de le faire plus aisément, et au fur et à mesure que vous devenez meilleur, les paramètres, on les complexifie. Donc on pouvez passer au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5. Comprenez par là qu'il n'est pas impossible que finalement l'Occident et la société dans laquelle nous sommes incarnés, parce que la plupart vous êtes francophones, donc vous êtes en Occident en théorie, eh bien en fait, ce qui va se passer, c'est que l'Occident est un paramètre extrêmement complexe, si vous le regardez sous ce bilan. Parce que la science est venue est au service quelque part de la non-science d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on est devenu beaucoup plus religieux depuis la science qu'avant.
Et donc, il est beaucoup plus difficile de penser que nous sommes dans un processus d'évolution personnelle, beaucoup plus difficile de penser qu'il existerait une origine créatrice dans un monde où on est capable de faire des avions de chasse, dans un monde où en un quart de seconde, on peut parler à un mec qui est de l'autre côté de la planète, dans un monde où vous pouvez savoir ce qu'il y a à 100 mètres sous l'eau, dans un monde où on peut voir à travers votre corps avec tout un tas d'outils médicaux. Donc, dans ce monde-là, comprendre le bien du mal, le vrai du faux, le bon du mauvais est infiniment plus compliqué que quand vous arrivez au Moyen-Âge où votre existence elle est beaucoup plus tirée par les cheveux sans tous les artifices justement du modernisme, du progrès et de la science. Et bien là évidemment vous allez beaucoup plus aisément penser qu'il y a une origine créatrice et mettre ça au cœur de votre postulat et essayer de comprendre la vie à travers ce prisme, quoi. Voilà. Donc voilà l'intérêt pour moi du monde dans lequel on vivrait, quoi. Voilà. Ok. Alors oui, on me demande, pour toi, les ancêtres ont un impact sur notre présent. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, il faut pas complètement se gourer sur ce sujet-là. En quoi il y a une influence, en fait, générationnelle? Ben, déjà, qu'on vous le vouliez ou non, nous avons leurs gènes. C'est-à-dire que les grandes religions n'avaient pas tort. Si vous réfléchissez d'un point de vue religieux, ils n'avaient pas complètement tort. Je veux dire, si on vous dit que vous êtes possédé, ça veut dire qu'une partie de vous ne vous appartient pas. Mais du moment où vous euh, connaissez l'ADN et la génétique, bah, ils avaient raison. Une partie de nous n'est pas à nous. C'est factuel, d'accord? C'est devenu factuel, en tout cas. À partir de là, cette partie de nous qui nous appartient pas contient des informations. Alors nous, à part les maladies dites héréditaires, les yeux bleus, d'accord, ou verts ou ce que vous voulez, enfin quatre conneries, on considère assez peu la génétique collectivement, j'entends. Évidemment, il y a des chercheurs qui, eux, sont beaucoup plus pointus sur ce sujet. Mais globalement, on va pas le considérer. Alors que je vous invite à tous d'avoir un cheval à 200 000 euros, ou d'avoir une portée d'un cheval là, et vous verrez combien il vaut. Donc ça veut dire que la génétique dans le monde animal est extrêmement considérée. Je crois même que normalement, si vous faisiez pouliner votre jument par un qui n'est pas du même standing, vous faites effondrer le cours de votre jument. Et pareil chez les chiens normalement, si ma mémoire est bonne. Donc ça veut dire que dans le règne animal, on considère l'aspect génétique à un haut degré, parce qu'on sait que la probabilité de ce qui en découlera est plus ou moins bonne, évidemment. Voilà. Donc chez les humains, c'est la même chose. Simplement, notre considération pour l'aspect génétique est extrêmement minime. Voilà, parce que quand on voit la quantité d'informations dans un tissu d'ADN, vous comprenez bien qu'on ne peut pas se limiter aux yeux et aux maladies dites héréditaires. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui ont de l'intérêt que ça. Donc moi, personnellement, ce que j'ai vu à travers les observations et certaines études, si je puis dire, c'est que on a le bagage des douleurs et des souffrances de nos prédécesseurs, papa, maman, papy, mamie, jusqu'aux arrière-grands-pères. Voilà. Et je crois même que c'est écrit chez les catholiques. Je crois que vous pouvez le trouver. Que vous pouvez porter les problématiques jusqu'à 4 générations antérieures. Bon. Peu importe, en tout cas, c'est de l'épigénétique, je le redis, pour tous ceux qui voudraient se chercher et auraient plus de curiosité. Donc, ça veut dire que vous allez hériter d'un patrimoine douleur souffrance, d'un patrimoine physique, etc., qui est issu de la cellule de la cellule familiale. Et donc là, je vais être plus factuel. Là, je suis obligé de vous poser l'intro. Je vais être beaucoup plus factuel. Ce qui va se passer, c'est que la vie attend de vous que vous évoluez. À cette fin, soit vous le faites par le processus de la raison, de la philosophie et de la compréhension, soit par le processus de la confrontation. Sachant que la confrontation peut être plus ou moins lourde en fonction de certains paramètres. Ce qui va se passer, c'est que quand la confrontation est nécessaire, c'est comme si la vie allait activer les marqueurs difficiles de notre jeunesse, mais aussi ceux de nos parents ou grands-parents. Donc, dit que j'ai besoin, j'appuie sur le bouton magique, que quand ton grand-père il a vécu tel ou tel machin, évidemment il faut le transposer, parce que leur vécu à eux n'était pas dans la même société, donc ce n'est pas la même chose, mais c'est pour ça que vous pouvez trouver des gens qui sont extrêmement angoissés.
Alors qu'ils se disent, putain, mais ma vie, elle est cool, je suis sécure et machin, mais c'est acquis. Voilà. Ou qui vont avoir extrêmement peur de l'abandon. Ou extrêmement peur. N'oubliez pas que ce sont des sentiments. Hein. C'est pas obligé qu'un aïeul l'ait vécu au sens strict. C'est un sentiment. Hein. Un sentiment est suffisant en vérité. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que vous allez à des moments ne pas comprendre d'où vient quelque chose, mais parce qu'en fait, dans l'absolu, c'est une activation d'une souffrance qui n'était pas la vôtre initialement, mais qui a un intérêt, c'est votre évolution personnelle. Voilà. Et donc c'est pour ça que plein de fois on ne comprend pas pourquoi nous vivons un événement ou un autre, hein, ou pourquoi tout d'un coup on se sent un peu plus étrange, mais parce que c'est la vie qui active par le biais de ce patrimoine-là une situation ou une émotion pour que nous soyons confrontés. C'est comme, je sais pas, vous voulez progresser dans je ne sais pas quel sport, ce que vous voulez, que je prends tout le temps, je prends souvent cet exemple-là, je sais pas, vous faites la boxe, on a tous vu les trucs un peu comme Rocky et tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter l'escalier et tout ça. Alors que pour la boxe, sur le papier, on s'en fout de l'escalier. Ben, en fait, il va faire un exercice pour devenir meilleur dans autre chose. Eh bien, la vie va fonctionner pareil, elle va vous confronter pour vous sevrer ou devenir meilleur ou plus équilibré dans quelque chose. Et le but de la mécanique de la vie, c'est comprendre ce processus en chaîne et en même temps de transposer les lois de l'univers pour comprendre justement si mon but c'est de monter les marches de l'escalier, est-ce que la vie attend de moi que je monte des marches de l'escalier ou est-ce qu'elle attend de moi que je fasse du cardio ou de la muscu ou du développé couché ou ce que vous voulez ou des squats. Donc c'est ça le but. Parce que notre problème, c'est que comme on n'essaye pas de comprendre les choses dans leur ensemble, je m'amusais à vous faire la métaphore des échecs, hein. Si, quand vous jouez aux échecs, vous regardez votre adversaire avancer le pion et que votre seul raisonnement, c'est vous dire « ouais, le pion a avancé », ben en fait, vous ne voyez pas l'ensemble de la stratégie que peut-être lui a mis en place. C'est-à-dire qu'en bougeant ce pion, eh ben en fait, ça libère peut-être une tour, un fou et un roi, et en fait, dans 2 coups, t'es échec et mat. Et tu l'as pas vu arriver, parce qu'en fait, tu t'es focalisé sur le pion. Alors qu'en fait, c'est toute sa stratégie qu'il a mis en place à ce moment-là, en considérant ta stratégie à toi. Ça veut dire que la vie est un ensemble qu'il faut considérer. Si on considère que ce que nous voyons, et pas les choses à travers ces paramètres-là, c'est des paramètres complexes et d'ensemble, eh bien en fait on loupe le sens réel de ce qui est important. Et c'est ça le but de la mécanique de la vie. C'est essayer de comprendre donc ce que je viens d'énumérer et ensuite ce que la vie attend vraiment de nous. Parce que notre problème à tous, comme justement on pense que tout est trop compliqué, parce que ça nous paraît être un chemin impossible, ce qui n'est pas toujours faux, mais je vous garantis que c'est pas aussi compliqué que ce qu'on imagine. Bien sûr, des fois on peut pas savoir. Le problème, c'est que s'il y a une question de mathématiques, hein, vous répondez le drapeau de la Finlande est blanc et bleu, vous n'avez pas tort. Et aujourd'hui, nous sommes dans la société du oui, parle-moi de Pythagore, ben, le drapeau de la Finlande est bleu et blanc. Alors tout le monde va dire, mais attends, j'ai raison, le drapeau de la Finlande est bleu et blanc. Oui, mais c'était pas une question de géographie que je t'ai posée, c'était une question de mathématiques. Comprenez par cette parabole, c'est que le but, c'est de comprendre ce que la vie attend de nous. C'est que ce que nous faisons très largement n'est pas ce qu'elle attend vraiment de nous. Donc c'est tout l'intérêt des lois de l'univers et du fonctionnement de la mécanique de la vie, c'est essayer d'isoler ce qu'elle attend vraiment de nous pour ne pas produire des efforts dans une direction qui est vaine ou qui n'est pas la plus probable. Parce qu'en vérité, vous pouvez l'absolu, d'être sûr dans l'absolu, ça n'existe pas. Nous sommes sur Terre, la mécanique quantique, en fonction de l'observateur, le résultat change, donc ça veut dire que la vérité absolue n'existe pas. C'est juste des probabilités. Hein. Ça, je l'ai déjà abordé dans notre vidéo. C'est les probabilités qui vont dégager des tendances et vous dire oui, dans cette direction, c'est ce qui semble être le plus la raison. Mais les probabilités, c'est ce que nous faisons tous les jours et c'est ce qui régit le monde. Donc, il faut fonctionner avec des probabilités justement pour essayer de comprendre la vie et ce qu'elle attend de nous. Voilà, parce que ça, c'est tout l'intérêt de la mécanique de la vie. Alors, j'ai une autre question. Alors, pardonnez-moi, je suis seul, donc je suis obligé de prendre des petites secondes pour aller lire vos différentes questions. Hop. N'hésitez pas, je vous le redis, à les envoyer dessous.
parce que sinon, je j'ai pas le temps de lire en commentaire, parce que le problème, c'est que pour essayer de traduire ce que j'ai dans la tête, ben, ça m'oblige de la réflexion pour employer les mots qui vont à tout le monde, et c'est pas forcément mes mots à moi, si vous voulez. Voilà, parce que mes mots à moi, j'ai pris des raccourcis avec le temps, et à des moments, j'essaie vraiment d'avoir les mots qui soient les plus compréhensibles. Alors, comment maximiser ses chances de gagner au loto? Non, mais ça, on a des comiques, les gars. Non, plus sérieusement, il y a Yotar qui me demande, mais comment connaître les signes de ce que la vie attend de nous? Ben là, en fait, si tu veux, il faut que... Ça, c'est l'ensemble de la mécanique de la vie. C'est pour ça, les amis, essayez, ceux qui l'ont pas fait, de garder les vidéos, les lives, et vraiment d'être concentré dessus. Faites-le quand vous êtes en voiture et que toute votre attention elle est dessus. Parce que pour certains, c'est des concepts nouveaux, et même si vous comprenez intellectuellement, la transposition en nous est extrêmement compliquée. Parce que le problème, c'est que sur Terre, rien n'a vocation à disparaître, et que ce qu'il y a dans notre intériorité va s'opposer à comprendre quelque chose qui nous enlèverait notre problématique, d'accord? Parce que si nous nous appartenions totalement, nous maîtriserions toutes nos pensées, hein, je le redis à chaque fois, tous nos rêves, toutes nos décisions, toutes nos émotions, et c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'une partie de nous appartient pas, et que quand votre intellect peut comprendre quelque chose qui va permettre de nous sevrer de ce qui nous embête, ben, ce quelque chose qui nous embête va comme dissimuler ou faire penser les choses différemment, etc. Parce que sinon, on s'en sauverait très aisément. Et vous voyez tous que quand on comprend quelque chose de nous-mêmes qu'on a envie de changer, eh ben, c'est extrêmement compliqué. Et souvent, la volonté ne suffit pas parce que c'est une opposition. Hein. Là-dessus, je vous le rappelle aussi, pour ceux qui seraient catholiques, musulmans. Chez les catholiques, Jésus va rencontrer le diable dans le désert, donc il va s'exorciser, ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire qu'il va lutter contre son propre mal quelque part. Et chez les musulmans, c'est aller faire le djihad intérieur. C'est pas aller sur des terres lointaines, quoi. C'est à l'intérieur. Ça veut dire c'est toi avec toi-même. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Voilà, donc il faut vraiment comprendre ces parallèles-là. Donc la vie et les grands religieux, une fois de plus, avaient pas complètement tort. Alors comment on peut savoir? Donc comme j'ai dit, reprenez l'ensemble des vidéos, hein, parce que c'est un ensemble d'éléments qui donne son sens. Mais d'une part, je le redis, il y a l'aspect équilibre. Donc, tous les humains viennent sur Terre pour progresser en termes d'équilibre. D'accord? Quelqu'un qui va avoir une prédominance masculine, d'un point de vue des lois de l'univers, est en déséquilibre. Si votre comportement est dans une force masculine trop prépondérante, d'un point de vue de l'univers et de la vie, vous êtes en déséquilibre, d'accord? Parce que si le soleil est en trop grand déséquilibre, hein, c'est-à-dire trop de plus, hein, on pourrait considérer, eh bien en fait la possibilité de vie sur Terre va s'amenuire, ou sinon ça va être oui, on va dire si c'est vraiment trop loin, il n'y aurait pas de vie, d'accord? Donc ça veut dire que tout déséquilibre est une forme négative, et que en fait tout équilibre est fragile, sinon il doit chercher un nouvel équilibre ailleurs. Mais dans un trop, il n'y a plus de vie du tout, hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc il faut voir dans nos comportements, dans nos fonctionnements, où nos déséquilibres sont le plus prépondérants. Donc comme je l'ai dit, chez les garçons par exemple, on peut avoir une prépondérance masculine. C'est-à-dire on a un comportement qui est trop dans les stéréotypes et les standards masculins. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas suffisamment à même de comprendre nos semblables, alors, c'est pas nos semblables, mais par exemple la femme, ou de comprendre d'autres personnes finalement de l'espèce humaine, parce que c'est l'équilibre entre les deux polarités qui font que nous pouvons comprendre tous les individus, et que si nous sommes dans un processus d'évolution, nous sommes dans un processus d'adaptabilité, dans un processus de compréhension de l'existence et de la vie. Le plus adapté, c'est celui qui survit. Jusqu'à là, la théorie darwinienne, elle est pas fausse, hein. Si on projette deux personnes dans la nature, celui qui la connaît la mieux a le plus de probabilité de survivre. C'est une réalité, c'est factuel, c'est comme ça. Donc ça veut dire que celui qui aura acquis le plus de paradigmes sur lui-même et sur son espèce, hein, a le plus de probabilité quelque part de s'y adapter. Et donc d'aller loin. Ça veut dire que c'est un but. Donc comme je le disais, quelqu'un qui aura une prépondérance masculine doit amener cette prépondérance masculine pour devenir plus équilibré, pour pouvoir comprendre la polarité opposée qui est le féminin. Mais beaucoup d'hommes en fait ont quand même une forte attache féminine. Pourquoi? Parce qu'en fait ça les oblige à aller à la rencontre de leur polarité opposée, qui est le féminin. Parce que si on n'a pas de problème à la femme, par exemple, ou on n'a pas une grande sensibilité à elle ou une grande culpabilité à elle, eh bien on va s'en désintéresser. Ça va être trop simple. Donc en fait, on va être figé en nous-mêmes en tant que garçon, en tant qu'homme,
Et nous allons pas essayer d'aller comprendre l'opposition, enfin, qui est la femme, la polarité opposée. Ce n'est pas une opposition, c'est une polarité opposée. Et notre propre féminin, qui est en fait dans les stéréotypes, parce que là, ce qu'on parle, ce sont des stéréotypes, pour justement comprendre une sensibilité accrue, pour comprendre une culpabilité accrue, etc., qui sont des paramètres dans les stéréotypes qui sont plus féminins. Voilà, et donc la question initiale, c'était justement qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a tous ces équilibres-là, en comportement par exemple. Voilà, quand vous avez trop de culpabilité, il faut comprendre d'où elle vient et l'amenuire, parce que sinon c'est négatif. Si, comme je vous dis, vous avez une prépondérance féminine, il faut vous rajouter du masculin, parce que sinon vous allez attirer des femmes, par exemple chez les hommes et chez les femmes c'est la même chose, hein, vous allez attirer des femmes qui vont être des managers, qui vont avoir un côté petit général, parce que vous allez attirer des femmes qui auront une problématique à l'homme. Voilà, c'est la contraction. Donc la vie va vous attirer ce genre de femmes pour justement vous ensevrer. Et pour les femmes, c'est la même chose. La contraction sera l'inverse. Voilà. Parce que c'est une mise en situation pour pouvoir évoluer, pour pouvoir comprendre ce processus et procéder à ces différents rééquilibrages que je viens d'énumérer. Voilà. Et donc c'est ça que la vie va attendre de nous d'une part. Donc être des êtres toujours plus équilibrés, au sens de l'univers et pas au sens conceptuel lui-même, parce que la perfection c'est la fréquence de l'univers, puisque l'équilibre en fait c'est la vie, toutes les règles, toutes les lois fondamentales physiques et ça sont des équilibres. Et donc ça veut dire que l'absolu que nous avons à comprendre, c'est cet équilibre-là. Voilà, entre le féminin et le masculin, notamment l'équilibre comportemental, etc., etc. Voilà, ce qui n'enlève en rien le fait d'être une femme, ce qui n'enlève en rien le fait d'être un homme, c'est juste d'être dans cet équilibre beaucoup plus haut de gamme, si je puis dire. Je le redis, posez les questions en dessous, pas dans la case commentaire. Là, il n'y en a pas, mais voilà, si vous en avez d'autres par rapport à ce que je dis que vous voulez rebondir, n'hésitez pas, je les relève ensuite. Voilà, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est ce que moi j'appelle la confiance, hein, mais qui s'attribue finalement à de la foi. La foi, c'est le fait de s'abandonner. C'est le fait d'augmenter le degré, de confiance aux choses qui nous échappent. Parce que n'oubliez jamais, hein, je l'ai énuméré à diverses reprises, tout être vivant est condamné à mourir, évidemment, mais surtout à 10 000 possibilités pour le faire. Je parle pas de le faire soi-même. Je parle si la vie voulait le faire trépasser réellement, d'accord. Vous avez 10 000 manières. Donc ça veut dire que finalement chaque souffle, chaque parole nous est consentie par l'intelligence supérieure et donc à ce titre, si on est là, c'est pour quelque chose. Et donc, si nous sommes consentis, ça veut dire que nous pouvons évoluer, ça veut dire que nous pouvons continuer, ça veut dire que nous pouvons comprendre. Et donc, si on augmente le degré de foi ou de conscience tout au long de notre vie, et ben en fait, nous allons comprendre une des lois fondamentales. Parce qu'il y a plein de choses que nous ne pouvons pas, en fait, qui nous échappent complètement. Et d'autre part, donc ce que je disais tout à l'heure, donc augmenter le degré de conscience, ça c'est vous avez les documents sur YouTube, etc. Enfin pas sur YouTube, sur Instagram, sur le site, etc. Et augmenter le degré que moi j'appelle de conscience, qui est cet équilibre, cette recherche de l'équilibre absolu, mais pas déconnecté, attention, et en même temps le discernement, hein, qui est extrêmement important. Parce que si vous n'êtes que confiance, ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à comprendre. Si vous n'êtes que confiance ou vous n'êtes que foi, ce qui se passe à un certain degré, c'est que vous vous déchargez de vos responsabilités. Moi, j'ai été confronté à ça. Quand j'ai compris la théorie de la confiance, etc., en fait, vous finissez par, vous posez même pas de questions. Ou très très peu. Bon, vous restez un humain, hein, donc vous êtes assujetti à tout, mais très peu. Parce que, comme vous avez compris une des lois fondamentales de l'univers, eh bien l'univers, comme vous êtes devenu adapté parce que vous avez compris une de ces lois fondamentales, en fait va vous faciliter l'existence. Votre vie devient plus aisée en tout point. Hein. Je parle pas aisée au sens financier, en tout point. Voilà, simple, mais beaucoup plus facile. Il y a une fluidité qui s'installe parce que vous êtes convergent avec les lois de l'univers en fonction de l'adaptabilité. Mais en fait, ce qui s'est passé pour moi au bout d'un moment, il faut passer par cette case-là, c'est qu'à un moment donné, ça a commencé à coincer. Je me suis dit, merde, j'avais trouvé le cheat code, et finalement, le cheat code, il y a une nouvelle programmation, il marche plus. Vous savez, c'est comme quand vous jouez aux Sims ou les jeux vidéo, là, vous avez l'argent illimité, et vous faisiez des barakas de fou, et vous avez plus besoin de passer par le processus du jeu normal. Vous voyez cette idée? Eh bien, c'était la même chose. Parce que je pense qu'à un moment donné, c'était une décharge de responsabilité. C'est-à-dire que
vous ne réfléchissez plus parce que vous avez compris que vous ne savez pas dans l'absolu et donc vous en remettez à un degré qui fait que vous déchargez votre responsabilité individuelle presque, voilà, mais pas au sens sociétal, hein, je parle au sens un peu personnel, développement personnel ou un peu spirituel, voilà. Et donc c'est extrêmement important de comprendre que du coup, quelqu'un qui ne serait que trop de poids serait dans une forme de décharge de responsabilité parce qu'en fait il n'a plus de discernement. En fait, il va amenuire tellement son discernement et sa responsabilité individuelle qu'il y a une forme négative qui va s'installer parce qu'il est dans une espèce de déséquilibre personnel. Voilà, si je puis dire. Je vous le redis, envoyez les questions en bas plutôt qu'en commentaire. J'en ai une, je regarde si c'est bien. Ok. Alors, désolé, hein, je suis seul, donc je suis obligé de prendre le temps de le lire. Alors, Yotar qui nous redit quelque chose, il est très dynamique ce soir. Les autres, n'hésitez pas en dessous, vous pouvez envoyer des questions pour rebondir ou si vous en avez d'autres. Alors, la peur et l'angoisse, c'est le truc le plus couillant. Alors, ça dépend. Des fois, il y a des terrains, c'est-à-dire que c'est pour nous faire changer de fonctionnement et de comportement, la peur et l'angoisse, j'entends. Parce que nous allons dans quelque chose qui ne nous va pas, en fait. Quelque chose qui ne nous va pas. Et comme nous y restons trop longtemps, la vie nous rend les choses désagréables à travers la peur et l'angoisse pour nous en faire changer. Comprenez que, vous savez, c'est comme quand vous perdez quelqu'un que vous connaissez, ou vous aimez bien. Tout d'un coup, vous vous dites, ouais, la vie c'est précieux. Vous voyez, vous rentrez à la maison, les petits problèmes, vous n'avez plus rien à faire parce que tout d'un coup, vous êtes mis face à quelque chose de beaucoup plus grave. Donc d'une part, la peur et l'angoisse ont cette fonction-là, que de nous faire changer, relativiser par rapport à ce qui est grave et ce qui ne l'est pas, d'une part. Et en deuxième, c'est de nous faire changer de comportement ou nous faire changer de direction. Quand vous êtes en inconfort, quand vous allez au taf, à un moment donné, c'est qu'il faut changer de comportement. Ça veut pas dire forcément qu'il faut changer de taf. Ça veut dire qu'il faut changer de comportement au taf. Parce que ça veut dire qu'on prend trop la pression des autres et qu'à ce titre, on doit modifier ce comportement-là. Et donc, la vie va se matérialiser à travers la peur et l'angoisse pour justement nous dire qu'on n'est pas dans la bonne direction, dans la bonne situation et pour nous permettre d'activer. Parce que l'humain, nous sommes tous des énormes feignants. Nous adorons notre zone de confort et nous pensons toujours que tout ce que nous vivons, c'est normal et que ça ne pourrait pas être différent. Alors que moi, je me suis aperçu qu'en fait, quand on comprend pourquoi on le vit et qu'on change ce quelque chose, eh bien en fait, on ne rencontre plus les mêmes situations. Quand vous avez 18 de moyenne, vous n'allez pas redoubler. Vous comprenez, si un élève a 18 de moyenne, vous ne faites pas redoubler. Même s'il a 16, vous ne faites pas redoubler. Même s'il a 14, vous ne faites pas redoubler. Et nous, en fait, notre fonctionnement, notre comportement, c'est la même chose. Vous n'allez pas continuer à avoir des problèmes, des angoisses ou ce que vous voulez, si au bout d'un moment, vous faites ce qu'il faut. Si vous comprenez quel est le message qu'il y a derrière. Alors sur la peur et l'angoisse, c'est un peu différent parce que il y a une grande connotation aussi à la confiance et à la foi. Hein, voilà, parce que ce que vous opposez dans l'absolu à la peur, eh bien, en vérité, c'est la confiance. C'est ce qu'il faut comprendre. L'opposé à la peur, c'est pratiquement la foi. Pratiquement. Donc, ça veut dire qu'il y a une invitation aussi à augmenter le degré de confiance en l'univers, quoi. Mais des fois, plutôt que passer par le processus peut-être religieux ou je ne sais quoi, des fois, il vaut mieux le regarder pour certains, et moi, ça a été mon cas, par la biologie. Franchement, regardez des fois des choses sur le fonctionnement biologique, quand vous voyez le niveau de perfection, quand vous voyez le niveau les mathématiques qu'il y a derrière et l'intelligence de chaque particule, mais honnêtement, il est compliqué de retirer le côté omniprésent, omnipotent, omniscient des grandes religions à la science, quoi. Il y a une convergence, il y a une réelle convergence entre les deux, hein. Et donc il y a un réel parallèle. Donc à l'angoisse, il y a aussi la confiance et la foi qu'il faut absolument augmenter parce que c'est fondamental, hein. C'est fondamental. Voilà. Et après, bon, il y a d'autres choses, évidemment. Il y a tous les facteurs aussi entrants, qui sont des facteurs aggravants, qui ne sont pas la cause, mais qui sont des facteurs aggravants. Comprenez, par exemple, quand vous fumez une cigarette, il y a des agents toxiques. Un agent toxique, donc sous la forme physique, par exemple. Quand vous avez fumé votre clope, ben vous consentez de faire rentrer du négatif en vous. Vous comprenez le truc. Donc ça veut dire que le négatif va aller dans votre sang, dans vos poumons, d'accord. Donc en fait, vous vous contaminez avec le mal.
Vous voyez? Donc ça veut dire qu'après sur le plan, là c'est la convergence entre le plan spirituel, ce que j'appelle la mécanique quantique, et le plan humain qui est la physique classique. C'est-à-dire que vos agents toxiques quand vous allez fumer, ou trop boire, ou manger trop dégueulasse, c'est ce que vous voulez, c'est pas grave, on le fait tous, d'accord, la question n'est pas là, mais c'est pour comprendre un processus. Ben, en fait, vous allez vous contaminer. Donc ça va être un facteur aggravant. Quelqu'un qui a un terrain d'angoisse, s'il va en plus fumer, mais en fait va se contaminer à l'intérieur de lui, va faire rentrer le mal en lui, hein, sous forme physique, et donc il va augmenter le degré quelque part de ces angoisses, de ces peurs, à travers l'agent toxique, quoi. Donc il y a une convergence, en vérité, entre l'expression de ce qu'on croit être le négatif qui n'a qu'une influence physique, mais le négatif du physique, donc les agents toxiques et tout, va avoir une influence sur le monde émotionnel, puisqu'en fait tout est relié, tout a un fonctionnement d'ensemble. Voilà. Les amis, je vous le redis, n'hésitez pas à mettre des questions, mais en bas, pas dans les commentaires. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions et que vous voulez rebondir sur ce que je suis en train de raconter, ou toute autre chose même, vous pouvez le faire, n'hésitez pas. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais regarder si j'ai d'autres questions. Ah ben, on a encore un travailleur. Je suis obligé de cliquer. Désolé pour le voir. Voilà. Comment réagir quand la vie nous amène une situation dangereuse pour notre santé et non repoussable? Alors là, le problème, c'est que là, c'est extrêmement flou, donc c'est un peu compliqué. La première chose à se demander, c'est quel est l'intérêt et quelle est la raison pour laquelle cette situation dangereuse nous est amenée. Voilà. Donc, si tu veux bien préciser, je peux essayer de t'y répondre. Si tu veux, je te nommerai pas. Si tu veux pas que je te nomme, il n'y a aucun problème. Mais essaye de me préciser pour que je puisse te répondre pas trop à côté. Comme ça fait quelque chose d'un peu plus propre. Alors, ça j'ai répondu, les amis. Je regarde ensuite. Alors, on a un petit joueur encore qui adore ces questions, notre ami Sant'Angelo. Et donc il nous pose la question suivante. Quel est le quid de la prédestination? Quelle est notre marge de manœuvrabilité au final? Donc ça, je l'ai un peu abordé brièvement, hein. Pour moi, le problème, c'est que je vais être assez honnête, encore plus que la dernière fois. Le problème, c'est que pour moi, dans l'absolu, la manœuvrabilité, donc en gros l'autodétermination, notre capacité à réellement faire des choix, n'est élevée, on va le dire comme ça, que quand on est extrêmement sevré de nos besoins, nos manques, nos peurs, nos angoisses, nos amours, nos sacrifices, notre famille. Avant ça, pratiquement toujours, quand vous prenez une décision, elle est sous projection, elle est sous induction, elle est sous influence de tout ce que je viens d'énumérer. Et quand vous travaillez sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le transgénérationnel, notamment, ben vous voyez qu'on a tendance à être, d'une part, le capital de notre jeunesse, que j'ai abordé dans d'autres vidéos, c'est-à-dire nous sommes ce qui nous a été donné. À 5 ans, on fonctionnait déjà comme ça. Et ensuite, on retrouve en plus tel truc lié à maman, etc. Donc on est extrêmement, toute notre existence, nos rencontres affectives, notre travail, etc., est extrêmement influé et induit par tout ça. Donc pour moi, la manœuvrabilité, tant qu'on est là-dedans et comme nous sommes tous là-dedans, est extrêmement restreinte. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, je vous le dis pas par croyance, j'ai passé beaucoup de temps à regarder ces sujets-là, même en consultation. Et c'est énormissime. C'est au-delà, finalement, pas de l'inimaginable, parce qu'on peut tous avoir des grandes imaginations, mais ça a une place qui est extrêmement prépondérante. Donc voilà, donc notre marge de manœuvre est extrêmement restreinte jusqu'à là. Et ensuite, elle va croître. Si vous arrivez à vous sortir relativement de ça, ensuite elle va croître. Le problème bon là, je vais pas mettre le cafard à tout le monde, mais le problème de l'autodétermination, etc., c'est qu'elle est aussi contraire à certaines choses. Vous voyez, par exemple, en science, quand ils mettent des capteurs sur le cerveau, j'ai vu des expériences de ce genre-là, ben, votre cerveau reçoit l'information avant même qu'on vous pose la question.
Donc, je vais pas vous faire flipper, mais la place qui resterait à l'autodétermination, du coup, elle est presque, on peut presque la remettre en cause aujourd'hui scientifiquement. Bon, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon, ça devient plus marrant. Donc, on va quand même essayer de considérer on a une place et que justement, en comprenant les lois de l'univers et donc tout ce que j'énumère à travers la mécanique de la vie, et bien, à ce moment-là, on pourra trouver justement des alternatives parce que la vie attend vraiment de nous. Voilà, donc prédestination à travers ce que je dis. Enfin, ce que je viens d'énumérer. Et merci San Angelo de toujours être le trouble fait en fait. Voilà. Lui c'est un trouble fait. Alors, entre-temps, j'ai eu d'autres questions, donc on va rebondir encore. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, j'ai plusieurs questions. Donc, je vais démarrer par si tout est écrit, puisque c'était ce que j'étais en train de dire. La voyance est donc possible. Alors, désolé de vous faire chier, les amis, mais la voyance peut fonctionner. Par contre, c'est totalement interdit. J'entends par les lois de l'univers. Totalement interdit. Tous ceux qui le font, en fait, se polluent et se maudissent. Donc c'est parce qu'en fait le problème c'est que on viole les lois de l'univers, d'accord? On viole les lois fondamentales de l'univers quand on fait ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous rappelle une des lois fondamentales, c'est la confiance. La confiance c'est quoi? C'est s'en remettre. Quand vous voulez vous prémunir de l'avenir, c'est par peur. Donc ce qui vous pousse à connaître l'avenir, c'est une peur, c'est une angoisse, c'est un manque de confiance, c'est un manque de foi. D'accord? Donc tout ce que je viens d'énumérer est négatif. Donc c'est-à-dire que la fréquence dans laquelle vous allez demander le futur, que vous soyez voyant ou parce que vous allez en voir un, ben en fait c'est un inconscient de peur qui vous pousse à le faire. Donc quand le voyant va poser la question à ce que vous voulez, si on va pas rentrer dans les détails, et bien en fait lui il est dans une fréquence négative aussi, puisqu'en fait c'est un viol des lois de l'univers, parce que l'univers il te dit c'est ici et maintenant. Je peux même vous l'expliquer, c'est même scientifiquement, si vous regardez l'ensemble des planètes, en fait, bon non ça va être trop long, mais le centre du monde il est toujours maintenant, même scientifiquement. C'est-à-dire, il y a pas de, ils ont cherché où était l'origine du monde pour comprendre où aurait pu se placer l'énergie créatrice, par exemple. On dirait c'est là et ça pousse tout le système solaire dans ce sens-là. Vous voyez la logique? Mais en fait, c'était sidérant parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, si vous le regardez là, ben c'est le centre. Si vous le regardez là, c'est le centre. Si vous le regardez là, c'est le centre. Essayez de comprendre ça avec un cerveau humain. C'est très très compliqué. Hein. C'est extrêmement compliqué, mais c'est le cas. Hein. C'est de la science que je suis en train d'énumérer. C'est Stephen Hawking qui faisait ces expériences-là, et c'est une réalité. Donc pour revenir à nos voyants, ce qui va se passer, c'est que comme c'est une transgression aux lois de l'univers qui est en fait de s'en remettre et que vous ne devez pas vous prémunir de l'avenir en essayant de le deviner, eh bien en fait vous commettez une transgression dans le code de la route de la vie et dans le code de la route quantique, c'est interdit. Et donc quand vous faites ça, au bout d'un moment, eh bien en fait vous allez vous polluer. Et ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, bon, ça peut être juste, même si les prédictions sont vraies ou fausses, on s'en fout, hein, elles peuvent être vraies. Hein. À bien des cas, moi, je l'ai vu pas à travers moi, mais à travers d'autres, c'était vrai, hein, ce qui se passait après. Mais en fait, au bout d'un moment, comme vous avez transgressé, eh ben, en fait, il va falloir payer. Voilà, toute transgression. Alors là, c'est pas la police qui vient vous voir, c'est la vie. Et donc, comme t'as fait une dette, ben, il va falloir la solder à un moment ou à un autre. Donc soit par des émotions compliquées, soit par des situations à la noix. Et ce qui se passe souvent, ceux qui sont voyants et tout, au bout d'un moment, vont avoir des vies de plus en plus pourries et vont avoir souvent des symptômes et souvent des problèmes liés au sang et tout. Parce que comme ils polluent spirituellement l'univers et n'en respectent pas les règles, et ben en fait l'univers va s'exprimer à travers le monde physique chez eux, à travers les symptômes et la pollution physique souvent du sang. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas faire parce que c'est complètement interdit par la vie. Vous pouvez le faire évidemment. Moi, je vous aurais dit ce que j'avais à dire. Voilà, donc la voyance évidemment est possible, mais c'est interdit. Pas par moi. Alors il y a Adri qui nous dit je comprends la mécanique de la vie, mais je n'arrive pas à me l'appliquer. Par quoi commencer? Mais en fait, Adri, il faut essayer d'isoler. Il faut essayer d'isoler. Comment te dire? Comme c'est un concept nouveau, il faut essayer d'isoler l'endroit où c'est le plus probable ou le plus utile pour toi, en fonction de ce que tu vis. C'est-à-dire que si tu commences à réfléchir à ces sujets-là, en général,
l'univers étant extrêmement bien fait, tu vas avoir des petites convergences dans ton quotidien. Tu vas avoir des petits indices parce qu'on est là pour ça. Donc en fait, du moment, tu sais, c'est comme quand tu rentres dans un jeu, tu démarres un jeu vidéo. Si tu bouges pas dans ton jeu vidéo, il se passera rien. Quand tu commences à te dire, ok, j'ai envie d'avancer dans le jeu, tu vas avancer, il y a le premier mec du village, finalement, il va te filer un indice, le deuxième du village, un autre, le troisième du village, un autre, puis en fait, tu as 3 indices qui te disent où tu dois aller, tu vois l'idée. Donc ça veut dire qu'il faut déjà créer un mouvement, une volonté pour que tout ça puisse s'activer. Dans la vie, c'est la même chose. Donc tu verras, Adri, si tu as cette volonté justement d'avancer, tu verras qu'il y aura une convergence. Mais le mieux, c'est d'isoler. De toute façon, c'est très simple. Qu'est-ce qui te paraît le plus compliqué? Qu'est-ce que il y a quoi que tu n'arrives pas à te passer? N'oubliez pas la phrase qu'il y a dans mes publications. Tout ce que je possède me possède. Tout ce que je possède aura du pouvoir sur moi, que ce soit humainement comme physiquement. Donc, qu'est-ce que, en fait, vous n'arrivez pas à vous passer? Qu'est-ce qui a trop de pouvoir sur vous, en fait? Qu'est-ce qui a une influence négative? Ça ne veut pas dire que vous devez vous séparer de votre mari ou votre femme. Ça veut dire qu'il faut amenuire l'influence négative que l'homme ou la femme va avoir sur nous, par exemple, d'accord? Et c'est pareil pour la maison, c'est pareil pour le travail, c'est pareil pour les clients, et c'est pareil pour tout. Parce que vous ne pouvez pas avoir 2 mètres, d'accord? Vous ne pouvez pas vous rapprocher de l'univers si au bout d'un moment, vous êtes tout le temps retenu et que si en fait quelque chose a du pouvoir sur vous, ça veut dire être possédé, d'accord, au sens absolu, au sens religieux du terme. Ça veut dire que quelque chose, en fait, vous éloigne quelque part de l'univers et de l'origine créatrice. Donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et donc, si tu veux trouver, Adri, de quoi il s'agit, pose-toi cette question, de quoi tu peux pas te passer, qu'est-ce qui a du pouvoir sur toi? À mon avis, tu vas trouver. Voilà, ou quels sont tes déséquilibres comportementaux qui sont prépondérants. Voilà. À mon avis, à ces 3 questions, tu prends un papier. Si tu as beaucoup d'humilité, comme tu es un garçon, si tu as une compagne, demande à ta compagne, demande à tes amis, etc. Et tout ça. Qu'est-ce que vous diriez de moi, etc. Et puis tu fais un papier. Une fois qu'après tu vois qu'il y a un ensemble de choses qui convergent, et après une fois que tu penses avoir isolé ce qui est prépondérant, tu t'attelles à ça. Et surtout, tu vas pas commencer à tout remettre en question. Quand on a un diagnostic et une convergence des éléments, on s'arrête sur le diagnostic. Nous sommes dans une époque où en fait nous refusons le diagnostic, nous refusons la raison, nous refusons les probabilités. Donc nous nous abandonnons à l'irrationalité en permanence. Voilà. Mais quand vous avez un diagnostic, il vous faut aller au bout de ce diagnostic. Si vous pensez que telle solution est la bonne, il faut aller au maximum de cette solution. Adri, si tu veux rajouter une autre question, parce que ça t'en a amené une autre, n'hésite pas, je continuerai d'y répondre. Voilà. Je rappelle à tous, n'hésitez pas à poser des questions et à vous les envoyer en tant que questions et non que commentaires, parce que comme je suis seul aujourd'hui, je ne peux pas les récupérer autrement. Allez, j'enchaîne avec la prochaine. Non, c'est Lucie. Ok, tu m'as pas complété, donc je peux pas t'en dire plus. Ok, si tu veux, tu le feras. Donc, envoyez d'autres questions. Moi, je regarde celles que j'ai reçues sur l'ordinateur immédiatement. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui demande, alors j'avais déjà répondu partiellement, est-ce qu'il y a-t-il pour moi un processus de réincarnation? Moi, je pense que c'est beaucoup plus probable que oui, plutôt que non. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne suffit pas que d'une seule existence pour comprendre tout ce qu'il y a à comprendre de la vie. Je pense que c'est extrêmement prétentieux et extrêmement irréaliste. Voilà. Je pense que vous pouvez pas comprendre toutes les facettes de l'existence humaine et de son incarnation que de votre paradigme à vous. Ça paraît quand même extrêmement compliqué. Donc, à ce titre, je pense qu'il est beaucoup plus probable qu'il y ait un ensemble. Et comme dans un jeu, vous n'avez pas qu'un niveau. En fait, le jeu évolue et se complexifie pour vous mettre face à d'autres situations. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un processus de réincarnation. Et je vois qu'il y a une question, comment se focaliser sur le positif. Tu peux me l'envoyer en message dessous, pas en commentaire, Léo, comme ça, je te la garde pour tout à l'heure. Parce que là, j'arrive pas à parler et à vous lire, les gars et les filles. Voilà, donc c'est comme dans un jeu, il va falloir complexifier les paramètres. Donc voilà. Et puis il y a un deuxième truc, c'est que
On a beaucoup trop de déséquilibre à la naissance. Vous voyez, vous pouvez pas être jugé à la même enseigne quand vous êtes né dans une civilisation extrêmement pacifiée, de parents qui ont été exemplaires, de quelqu'un qui est de l'autre côté de la planète, lui aura vécu un drame dès la naissance, vous voyez, et que toute sa vie aura été un drame et sa société un drame. Ça paraît très peu probable que l'un comme l'autre, en fait, vous soyez logé et jugé à la même enseigne. Voilà. Donc à ce titre, comme l'univers, tout est un équilibre, il paraît quand même très peu probable qu'il y ait autant de déséquilibre dès la naissance entre les individus, et comme tout déséquilibre doit se rééquilibrer plus tard, eh bien je pense qu'il y a un processus de réincarnation, ça paraît beaucoup plus probable. Voilà. Et je pense qu'en plus ça ne jure pas les écrits religieux. Il faudrait chercher. Alors je suis pas un grand lecteur, mais souvent il y a écrit j'ai été du temps de lui, je l'ai déjà expliqué, du temps d'elle. Il y a 500 ans entre les deux. Ce qui pourrait être la version cachée, ou la version dissimulée, ou la version subtil, pour le dire aux hommes sans le leur dire. Voilà. Parce que le problème, c'est que comprenez que une religion se doit d'être donnée aux masses. Et donc il y a certaines choses qui demandent qui demandent plus de maturité, et selon les civilisations et les siècles, vous comprenez bien que quand vous commencez à énumérer ce genre de postulats de manière explicite, comprenez qu'à certaines époques, si vous disiez oui, il existe la réincarnation, ils auraient dit ouais, tous les roues on va les faire cramer. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, je crois. Ils diraient ouais, toi t'as une graine beauté là, c'est parce qu'avant t'as fait des dingueries, donc vous êtes dégueulasse, donc on va vous dégommer. Et donc pour éviter, à mon avis, toute violence ou toute déduction hâtive ou faite à la hâte, eh bien, je pense que les grandes religions ne pouvaient pas l'écrire tout simplement. Et à ce titre, eh bien, ça ne pouvait pas être écrit de manière explicite. Voilà. Donc, si c'est écrit, ça sera forcément de manière un peu cachée, un peu dissimulée, de manière qui ne pouvait pas être explicite. Alors, j'ai une question, je regarde. Comment se focaliser sur le positif? Alors ça, c'est super que tu poses la question, parce que pour moi, c'est un postulat extrêmement erroné. Hein. Ça naît de la spiritualité dégradée, à mon sens, en tout cas très humblement, de l'Occident. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Que le positif dans l'univers, je le redis, c'est la mort, ça s'appelle. Hein, parce que du soleil, c'est tout crame. Hein, d'accord. Donc que le positif, ça n'existe pas. Ça ne peut pas fonctionner. Donc ce postulat-là que nous voyons germer partout, que ce soit sur Internet comme dans la spiritualité moderne, est à mon sens très très erroné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas sur Terre pour produire que du positif. Vous êtes sur Terre pour évoluer, on est sur Terre pour devenir meilleur, on est sur Terre pour respecter l'ordre établi et les règles du jeu. Les règles du jeu vous disent il faut être neutre. Il faut pas être un positif, il faut pas être un négatif, il faut être un neutre. Donc, mais pour être un neutre, il faut comprendre ce qu'est le positif, mais il faut comprendre ce qu'est le négatif. Et de ces deux-là qui s'équilibreront, nous deviendrons en fait l'équilibre entre les deux. Voilà. Donc, que du positif, il faut pas chercher la pensée positive à tirer au positif, et 4 matins plus tard, vous verrez, vous serez en dépression. Parce qu'en fait, c'est une erreur philosophique fondamentale, ça n'a pas de sens en vérité, voilà. C'est un raccourci de la pseudo-loi de l'attraction, revisée de manière extrêmement basique. Tous ceux qui ont testé que le positif amène le positif, se heurteront rapidement aux limites de leur propre théorie, qui est évidemment beaucoup trop insuffisante, parce qu'en fait vous êtes là pour évoluer, vous n'êtes pas là pour vous êtes sur Terre pour être éprouvé, vous êtes sur Terre pour devenir meilleur, vous n'êtes pas sur Terre pour on n'est pas sur Terre pour autre chose. Donc on est obligé de respecter ce jeu-là. Voilà, donc pour moi c'est une théorie qui est erronée. Par contre, pour se rendre la vie facile, je dirais pas positive, pour se rendre la vie plus facile, eh bien justement, il faut comprendre ce que la vie attend de nous. Donc devenir un être plus équilibré, un être avec plus de foi et de confiance, devenir un être avec des polarités, c'est-à-dire un féminin et un masculin à l'intérieur de nous beaucoup plus équilibré, et un discernement accru, un être plus tolérant. Voilà, tout ça, ça fait partie des lois de l'univers. N'oubliez pas, hein, celle que j'ai dit tout à l'heure sur les questions, tout ce que je possède me possède. Comprenez que si des choses ont trop de pouvoir sur vous, vous n'êtes pas dans le positif. Vous avez plein de négatifs qui vous lient à d'autres négatifs. À
partir de là, vous êtes marron. Vous pouvez croire que vous êtes dans le positif parce que ça va 2 jours. Mais à un moment donné, vous verrez que vous ne l'étiez pas parce que ça ne sera pas prospère. Ce sera juste des sentiments passagers. Et le problème de l'humain, c'est que nous nous arrêtons toujours à des paradigmes ou à des paramètres ou à des pensées qui sont passagères, hein, ou à des sensations qui sont passagères parce que nous sommes des êtres temporels. Et l'univers, lui, n'est pas temporel. Au plan absolu, il semble qu'il n'y ait pas de temps. Voilà. Mais la temporalité, c'est une spécificité de nous parce que ça va, on pense que ça ira. Mais ça marche pas comme ça. Dans les temps faibles, on investit sur l'avenir. Normalement, avant que la société moderne arrive, pendant l'hiver, pendant l'été, vous prépariez l'hiver. D'accord? Vous faisiez des rations, vous prépariez du bois, vous faisiez des cultures en conséquent. Voilà, vous prépariez les toits. Voilà. Donc ça veut dire on se prémunissait dans les temps faibles des temps difficiles. Et le problème, c'est que nous, quand ça va, on se dit oh ça va. Ouais, mais on n'est pas sur Terre pour ça. On est sur Terre pour évoluer, on est sur Terre pour faire bien d'autres choses. Allez, je passe à la prochaine question, je regarde ce que vous m'avez envoyé. Alors, on va faire... Alors, on me demande si je suis croyant. Alors, pour moi, il existe clairement une origine créatrice. Hein. Si c'est ça la question, je l'ai dit, mécanique de la vie, il existe une intelligence supérieure, univers, Dieu, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je suis plus Dieu, hein, si je dois pas je vous mens pas. Pas par religion, mais par exigence. Le problème, c'est que le mot univers enlève le côté exigence. Alors que moi, je me suis aperçu que la vie attend clairement des choses de chacun d'entre nous. Et donc, le problème de l'univers, il y a un côté très flou, il y a un côté il y a un côté sans exigence qui ne converge pas avec la précision, vous voyez. Parce que le côté univers, c'est bon. Hein, on a jeté un truc par terre, on voit ce que ça donne. Voilà. Alors que non, l'univers, c'est quelque chose, c'est une mécanique extrêmement précise, extrêmement savante. Et donc à ce titre, moi je suis plus le mot Dieu parce que Dieu va avoir une connotation d'exigence que n'aura pas le mot univers. Voilà, mais pas par religiosité plus que ça, quoi. Ok, prochaine question. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas. N'hésitez pas, mais pas en commentaire, hein, plutôt en bas. Voilà. Et deuxième point, si le live coupe, je le relancerai, mais ce soir on ne durera pas trop tard, les amis, pour des raisons de fatigue et d'envie, tout simplement. Allez, je regarde la prochaine question. Comment savoir où l'on va si on ne sait pas d'où l'on vient? Mais en fait, les amis, où on va, où on vient, c'est encore des choses qui sont des belles phrases, mais en vérité, on n'en a rien à faire parce que comme on est dans un processus d'évolution, et je l'ai pas publié, ou je sais plus si j'ai publié cette vidéo, ce que vous étiez, vous ne l'êtes plus. Puisqu'en fait, comme vous êtes des êtres d'évolution, ce que vous étiez la veille, si vous respectez les lois de l'univers qui sont d'évoluer, vous ne l'êtes plus de manière absolue le lendemain. Donc ça veut dire que de là où vous venez, ça ne vous définit pas. Ce n'est pas une autodétermination absolue. Ce n'est pas votre caractéristique, hein, d'accord? On l'a vu à travers des milliers d'exemples dans le monde à toute époque. Okay, donc nous obéissons à ces mêmes règles. L'endroit dont nous sommes à l'origine, où notre jeunesse, notre parentalité ne nous définit pas. Voilà, ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut, c'est projeter beaucoup plus ce qu'on voudrait être. Voilà, ce qu'on voudrait être, hein, projeter son idéal, ça c'est important, mais en fait pour projeter un idéal, alors soit vous prenez par l'exemplarité, bon vous risquez vite de tomber dans du Marvel, donc vous allez être déçu quand vous allez voir vos capacités. L'idéal, à mon avis, c'est d'abord de faire quelques temps où on essaye de prendre du temps pour comprendre les phénomènes complexes, la vie, etc., etc. Et en fait, quand vous commencez à faire un peu de compréhension des choses, de vous-même, etc., vous allez agir avec raison et donc la projection ou l'image que vous allez vous faire de ce que vous voulez devenir va être plus nette, elle va être plus claire, elle va être plus saine, elle va être plus convergente. Alors que si l'image projetée est une image qui est issue d'une fiction, bon, c'est jamais mal pour se galvaniser, mais ça sera incomplet. Voilà. Ou sinon, il faut piocher à divers endroits et se fixer cette direction-là. Voilà. Mais l'endroit d'où vous venez, on n'en a rien à faire. Moi, je pense qu'il faut considérer où vous allez, parce que vous ne saurez jamais dans l'absolu, surtout que je vous ai dit que je considérais qu'il y avait un système de réincarnation qui était beaucoup plus probable que son inverse.
Et donc ça veut dire qu'en fait, ce que vous êtes aujourd'hui n'est qu'une apparence, hein. En vérité. Dans l'absolu, vous ne le saurez jamais. D'ailleurs, il vous est complètement défendu d'essayer de le savoir. Donc on vous a donné une configuration, on vous a donné un capital, on vous a donné des parents, on vous a donné une famille, mais tout ça ne nous vous définit pas en fait. Ce qui va nous intéresser, c'est ce que vous allez faire de ce qui vous a été donné. Et quelque part, plus vous allez devenir meilleur, même dans des paramètres qui seront compliqués, j'entends par là si vous avez une vie difficile, ou des parents difficiles, ou des émotions difficiles, et ben en fait vous serez d'autant plus méritant. Donc quelque part, c'est encore mieux si vous êtes extrêmement flou vis-à-vis de ce sujet, et si quelque part l'exemplarité que vous croyez avoir de vos prédécesseurs, et ben est mauvaise, parce que si justement il y a quelque chose de difficile, vous avez fait quelque chose de très beau, ben vous êtes doublement méritant, et ça montre à quel point ça ne vous définissait pas. Donc vous seriez doublement méritant à ce moment-là. Voilà. Je le redis les amis, si ça coupe, j'en relance un. Et n'hésitez pas à envoyer des questions, mais pas en commentaire en bas. Et je sais que je me répète, mais comme il y en a qui rejoignent en cours, je suis obligé de le répéter. Je lis la prochaine question. Alors, je suis en train de lire les questions, désolé pour ceux qui rejoignent. Ouais, le but ultime, Yotard, c'est clairement de devenir meilleur. Mais c'est pas meilleur, attention, au sens occidental, au sens déconnecté, au sens basique, hein. C'est meilleur en fonction des lois de l'univers, hein. Oui, parce que c'est un processus d'évolution. Celui qui survit, c'est le plus adapté, mais le plus adapté, c'est pas le plus fort, d'accord? Dans la nature, ce qui va survivre, c'est qui va s'adapter le mieux à son milieu. Et comme vous êtes dans un processus d'évolution où tout converge dans cette direction, puisque je le redis, toujours à choisir entre bien, mal, bon, mauvais. Eh bien, la vie est un test. Et donc, pour répondre favorablement à ce test, eh bien, il faut devenir meilleur, mais au sens des lois de l'univers, être plus équilibré, plus complet, plus tolérant. Il faut être capable de se voir beaucoup plus dans l'autre, mais ce qui ne veut pas dire être déconnecté comme au XXIe siècle, nous le sommes en fait. Parce que nous faisons style que nous sommes tolérants, mais nous ne sommes pas des tolérants, nous sommes des haineux. Vous le voyez en permanence. Voilà, les gens sortent des grandes théories, et puis après, on va hurler sur son collègue, hein, au travail, on va avoir la haine parce que quelqu'un aura fait une bricole dans notre vie. Donc vous voyez bien que c'est une tolérance qui est conceptuelle, parce qu'en fait on ne s'est pas vu dans l'autre. Voilà, c'est une projection de la société, parce que nous sommes des êtres qui sommes devenus faibles, nous avons une culpabilité qui est extrêmement fragile, une capacité à la culpabilité qui est extrêmement fragile, et donc nous nous mettons les deux pieds dedans très facilement, quoi. Voilà. Donc le but ultime est de devenir meilleur, oui, mais au sens, on va dire, un peu plus philosophique et conscient que ce que le raccourci pourrait le laisser suggérer, quoi. Voilà. Voilà, donc merci pour vos questions. S'il y en a qui en ont d'autres, vous les envoyez, il n'y a pas de problème. Alors, alors, il y a un coquin, Aston, qui nous dit: sommes-nous responsables du bordel dont nous avons hérité de nos prédécesseurs? Moi, je pense que oui, très probablement, même si je vais en faire bondir certains d'entre vous qui vont me dire: oui, c'est les 68 arts, c'est les boomers, c'est les machins. Oui, effectivement, sur le plan strictement physique, hein, je vous rejoins. Le problème, c'est que il faut comprendre que tout ce qui est engendré est toujours engendré par ce qui précède. Et comme je vous l'ai dit à X fois dans ce live, je pense qu'il y a un processus de réincarnation où les choses découlent d'elles-mêmes. Et donc ça veut dire que certainement nous étions ceux qui avons aussi poussé à créer ce nouveau paradigme, parce que dans l'absolu, ce que nous allons considérer être un bazar n'est ni plus ni moins qu'un paradigme, d'accord? Quand vous allez dans un match, au bout d'un moment, que vous soyez en foot, en rugby, en boxe, hein, plus vous allez devenir bon, plus il va falloir rencontrer des adversaires difficiles. Vous allez monter en division, ou vous allez monter en adversité. La vie, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut que les civilisations mutent pour devenir de plus en plus, je sais pas si ça se dit égarante, en capacité d'égarer les hommes, d'accord, de plus en plus complexes, de plus en plus injustes, pour voir comment ils se comporteront dedans. Et comme nous allons être omnubilés par toutes les injustices et la folie ambiante,
eh bien, en fait, nous allons oublier de nous concentrer sur ce que nous sommes venus faire sur Terre, qui est en fait de devenir meilleur, c'est d'évoluer, tout ce que j'ai énuméré lors de ce live et de tous les précédents. Et en fait, on va se faire leurrer une fois de plus par la société qui a été fabriquée justement pour ça, pour nous mettre face à ce qu'on a à sevrer, mais surtout pour nous égarer. Donc, quand on passe notre temps à ça, eh bien, en fait, on a perdu. Comment vous dire, le jeu a gagné. Le jeu a gagné. Voilà. Je sais que ça va en faire bondir certains, mais en vérité, si vous y réfléchissez, c'est commencer à imaginer que ce que je suis en train de dire est une hypothèse valable, transposez-la dans votre quotidien pendant quelques mois ou semaines, et vous verrez à la fin si vous partagez cet avis ou pas. Personnellement, ça me paraît ça me paraît extrêmement limpide, quoi, parce que nous sommes devenus complètement déraisonnés et il n'y a plus un pet de raison et tant que elle est devenue si petite que voilà, il y a quelque chose d'un peu au-dessus de l'homme, vous voyez. Moi, je rentre pas dans les détails, je veux pas trop faire de politique, mais voilà, c'était manière. Alors. Voilà, donc sommes-nous hérités de nos prédécesseurs? Ouais, moi je pense que très probablement nous le sommes. Voilà, et quand bien même on est dedans, donc on peut rien y faire. C'est vrai que des fois ça peut être je fais une toute petite parenthèse, bon c'est pas de la politique. De temps en temps on va un petit peu regretter parce qu'on se dit quand même, surtout quand on nous fait des leçons de morale, ça peut être un peu difficile. Parce que effectivement c'était une époque qui était très très faste, très facile. Vous crachiez par terre, vous vendiez votre molar une fortune. Faut pas se leurrer, c'est pas loin d'être la vérité. Donc évidemment, on hérite. La planète était en meilleur état. La civilisation, la société, les nations, tout ce que vous voulez. Mais bon, c'est comme ça, c'est un paramètre, hein, je vous le redis, je vous le rappelle. Et donc, il faut l'accepter et surtout ne pas perdre la tête, hein, en oubliant ce que nous sommes venus faire, qui est finalement nous concentrer d'abord sur nous. Même si tout ça, il faut le savoir pour avoir un diagnostic conscient du monde qui nous entoure. Parce que si vous n'êtes pas adapté à la société qui vous entoure au sens de la comprendre, pas au sens de se conformer à ce qu'elle veut devenir, eh bien vous avez perdu le jeu. Le jeu, en fait, vous a quelque part gagné, quoi. Voilà. Yotar qui me demande, est-ce que j'ai une solution pour devenir plus tolérant? En fait, le problème de ça, c'est qu'à un moment donné, vous n'aurez même pas le choix. Vous n'allez pas avoir le choix. C'est que si à un moment donné, ça vient taper à votre porte, gare à vous que si vous croyez en l'univers, Dieu, ce que vous voulez, faut comprendre que déjà dans les grandes religions, si votre prophète a pardonné sur la croix, voilà, ça vous montre le niveau que votre religion attend de vous. D'un point de vue, on va dire plus de l'univers, ça tombait dans la religiosité. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que la problématique, c'est que si vous comprenez pas que vous auriez pu dans l'absolu être l'autre, hein, je dis bien dans un absolu. Là, on parle de philosophie élevée, d'accord? On ne tombe pas dans oui, je peux pas me voir dans bon, ok. On essaie juste d'imaginer. Et ben en fait, ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que l'univers va devoir vous le faire comprendre, parce que vous êtes là pour devenir un être absolu, le plus absolu possible. Pas déconnecté, hein, parce que notre société, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, de la tolérance déconnectée. Vous êtes là pour ça. Ça veut dire que soit au bout d'un moment, vous allez avoir des pensées qui ne vont pas vous plaire parce que pour que vous puissiez vous voir dans ce que vous n'aimez pas. Soit le jour où vous allez avoir un gosse, hein, ben votre gosse va être la représentation de tout ce que vous détestez. Voilà. J'en ai pas d'autres qui me viennent là tout de suite, mais il y en a sûrement d'autres, mais j'ai oublié là tout de suite. Voilà. Parce que l'univers est là pour vous rendre meilleur. D'accord? Si les prophètes se sont vus dans les vierges et les prostituées, vous croyez que vous allez y échapper si à bout d'un moment la vie veut vous l'imposer? Vous n'y échapperez pas. Vous n'échapperez pas. Donc il vaut mieux le comprendre par un processus de la raison. Si vous considérez que Dieu ou ce que vous voulez est omniprésent, omnipotent, omniscient et en mécanique quantique, ça nous valide cette thèse. Ça veut dire que si l'origine créatrice appuie sur un bouton, vous devenez ce qu'il veut. Donc vous pouvez devenir ce que vous détestez. D'accord. Et des fois, c'est ce qui va se passer, mais sur des petites pointes, pour vous dire attention, regarde, voilà. Ou des fois, vous allez avoir aussi ce paramètre-là avec les familles. Vous savez qu'on est en froid, soit avec des familles, soit avec des frères, soit avec des amis. Ben, en fait, ce que vous n'avez pas pardonné à vos parents, ou je sais pas quoi, ou que vous avez traîné à faire, ben, en fait, vous allez le produire dans votre vie. C'est pour vous dire, t'as vu? Ou si quelqu'un vous fait quelque chose, votre compagne, votre mari,
ben vous verrez plus tard, vous allez faire la même chose. C'est la vie qui va vous dire, hop, t'as vu là à l'époque, quand tu croyais que toi tu le ferais jamais? Eh ben si mon grand, si je veux, c'est toi qui vas le faire demain. Donc essaye de voir une partie de toi en l'autre. Je t'ai pas dit de l'être, je t'ai dit de voir une partie de toi. Voilà, c'est ce que moi j'ai constaté en tout cas. Alors, je regarde les autres questions et je vous rappelle que comme je suis seul, voilà. Faut-il prendre en compte dans nos décisions nos pensées négatives ou incontrôlées? Partiellement. Alors ça c'est un peu subtil, ça dépend et tout. Moi je suis pour pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme nous ne nous obéissons pas, souvent ce qui va se passer, c'est que c'est nos peurs, nos angoisses, nos conditionnements, nos espoirs qui vont nous générer nos pensées. Et donc ça veut dire que c'est des émotions ou des peurs négatives qui vont générer nos pensées. Donc si nous prenons nos décisions en fonction de ce qui a été généré négativement, et bien du coup ça va altérer notre prise de décision. Donc l'idéal serait de prendre les décisions les moins émotionnelles possibles et les plus rationnelles possibles. Voilà. Ça serait l'idéal. Et c'est pour ça qu'il faut pas prendre des décisions là. Il faut prendre le temps de la réflexion. Il faut les faire dans un moment justement où nous sommes tranquilles et sereins pour vraiment qu'elles soient le plus favorable possible. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour justement ne pas mettre toute cette négativité qui est dans l'absolu des pensées un peu erronées puisque elles ne sont pas animées de raison pour prendre nos décisions. Allez, je vais voir la prochaine question. Bon. Ah. Alors, j'ai pas trop compris la question. Alors, P. qui me dit, si Dieu est nulle part, où est-il, ici et maintenant? Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que nous avons des raisonnements qui sont extrêmement, qui sont extrêmement physiques. Nous sommes des êtres de temporalité. Nous sommes dans l'incarnation, donc c'est-à-dire nous sommes dans le corps. Si je me pince, je le sens. Donc la temporalité est omniprésente dans notre vision du monde, en fait. Et nous sommes nés dedans. Donc il nous est difficile d'imaginer que le monde peut être différemment, en fait. Donc ça veut dire que les yeux que nous allons porter sur quelque chose que nous ne connaissons pas demande un réapprentissage complet. Mais tout ça, les amis, c'est pas de la philosophie de bas étage, c'est devenu de la science, c'est de la mécanique quantique. Amusez-vous à regarder et amusez à laisser couler votre imaginaire pour que il en découle quelque chose. Voilà. Amusez-vous quand vous le regardez à vous dire ok, transposer la vie des hommes, ça pourrait donner quoi? Et c'est ça qui va être intéressant et marrant quoi. Voilà donc et si vous le voyez comme ça, vous allez voir qu'il y a une convergence en fait et que les deux fonctionnent très bien ensemble. Alors, je vais voir la prochaine question. Pierre-Emmanuel adore la grosse philosophie. Donc, dans tous les cas, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le présent, c'est toujours ici et maintenant, que ce soit scientifiquement, etc. Donc, ça veut dire que notre concentration, il faut pas toujours se dire dans 5 ans ou dans 3 ans, j'ai vécu ça. La temporalité, en fait, elle nous ramène toujours au présent. Hein. C'est vraiment les lois fondamentales de l'univers. Donc, ne bottez pas en touche quand vous pensez que vous avez quelque chose à faire ou que la vie attend quelque chose de vous, en pensant que vous devez le remettre à demain. Voilà, il faut vous inscrire dans un temps qui est un temps d'homme, d'accord? Et un temps d'homme, vous n'avez pas le temps. Parce que la vie passe très vite. Ne vous dites pas, dans 5 ans, je ferai. Voilà, essayez, quand vous comprenez quelque chose, de ne pas trop traîner. Parce que la problématique que vous allez avoir, c'est que si vous traînez, vous ne savez jamais l'exigence que la vie a sur vous. Quand je dis la vie, c'est l'univers, c'est etc. Donc ça veut dire que vous, le temps que vous vous donnez, n'est peut-être pas le temps que vous donne la vie. Et donc vous pourriez vous faire taper sur les doigts, parce que en fait, vous le saviez pas, mais vous aviez laissé 1 heure à votre gamin pour faire la leçon. Et 3 heures après, il a toujours rien fait. Donc vous faites taper sur les doigts. Donc il faut pas non plus trop rigoler, d'accord? Si vous laissez aller 2 secondes vos souvenirs, vous connaissez plein de gens qui ont eu des vies très compliquées ou qui ont eu des événements très douloureux alors qu'ils ne semblaient pas méritants. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas trop déconner au pays de la vie. Donc quand vous pensez que quelque chose est rationnel et tout, ne traînez pas à le transformer en quelque chose de factuel. Voilà, et à faire ce qui vous paraît être raisonnable de faire. Donc vraiment sur la temporalité, foncez quoi. Voilà, prenez des risques qui sont évalués, réfléchissez, n'ayez pas peur. Nous sommes sur Terre pour nous tromper, mais vraiment foncez quoi. Allez, je regarde la prochaine question.
Alors, quand je parlais de prédécesseurs, je parlais d'épigénétique, comment gérer ce que nous héritons dans notre ADN. Je l'ai expliqué un peu tout au long de ce live, je ne sais pas s'il l'a entendu. Comment gérer? En fait, tu t'en fous. Tu n'as pas à en avoir la gestion. C'est actif. Alors, je remets les gens qui ont loupé dans l'ambiance. Nous héritons de notre jeunesse et de nos ancêtres, ça s'appelle de l'épigénétique, je le redis, un patrimoine capital, mais douleur-souffrance. C'est-à-dire une partie de nous, hein, c'est de la génétique, de toute façon, n'est pas à vous, puisque vous l'avez hérité de quelqu'un d'autre. Bon, dedans, il y a des informations, on va dire, douloureuses. Ce qui va se passer, c'est que comme la vie va attendre que vous évoluez, quand vous allez traîner à le faire, parce que dans différentes, justement, lois de l'univers, de la mécanique de la vie, eh bien, en fait, la vie va activer tel événement de votre vie dans votre inconscient, tel événement de la vie de votre parent, de votre grand-parent, on s'en fout, d'accord? Pour vous mettre face à une situation, une émotion ou un paradigme. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. Mais vous n'êtes pas, ce qu'ils ont vécu ou ce que vous avez vécu jeune ne vous définit pas dans l'absolu, d'accord? Ce n'est actif que parce que vous n'avez pas changé quelque chose. Voilà, ce n'est pas... Et souvent, bon, comme on n'a pas changé avant longtemps, c'est actif pendant les 15, 20, 30 et même souvent 50 premières années de notre vie. Mais en fait, ce n'est toujours actif que parce que nous n'avons pas changé quelque chose. D'accord? Je le redis, quand un élève a eu 17 de moyenne, vous n'allez pas le faire redoubler. Si vous continuez de vous présenter la leçon sans cesse, c'est parce que la leçon a un intérêt. Et dans la vie, c'est la même chose. Si c'est toujours actif, c'est parce que ça a toujours un intérêt. Voilà. Et donc, ça ne se dissipera, parce que ça ne veut pas dire que ça va passer totalement, ça va se dissiper ou s'amenuire que quand justement la leçon sera prise. Donc, ne traînez pas à prendre la leçon, c'est important. Quelqu'un qui me dit très très bien le bonnet. Non, mais vraiment, les gars. Et les filles, sans déconner. Alors, ok, ça c'est fait. Alors, quelqu'un qui me demande, je fais une parenthèse, après on reprend une autre question sérieuse. Comptes-tu écrire un livre sur les concepts de la mécanique de la vie? J'en ai écrit un il y a 2 ans quand je parlais pas. Je pense que quand il y aura un peu plus de monde, etc., quand je vois que ça sera un peu plus, je le reprendrai pour rajouter des choses. Aujourd'hui, il y a à peu près 150 pages en format de poche, j'ai jamais édité ni rien, il est dans un placard. Je le compléterai avec les nouveautés, je rajouterai, à ce moment-là, je le ferai, mais je le ferai largement savoir si un jour ça arrive, mais à mon avis, pas avant une paire d'années, très probablement. Voilà. Prochaine question. Est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes fonctions sur Terre ou sommes-nous venus pour faire des choses différentes? Ah, c'est pas bête ça. C'est pas bête. Non, on est venu faire la même chose. C'est-à-dire l'absolu et les attentes absolues de l'un et de l'autre sont les mêmes. Simplement, en fait, ce qui va se passer, c'est que le capital est différent. Donc, ça veut dire que nous allons être éprouvés différemment. C'est ça qu'il faut comprendre parce que l'homme aura des prédispositions qui sont un peu différentes de celles de la femme. On parle vraiment de manière classique, standardisée, un peu stéréotypée même. Ok. Mais dans l'absolu, l'homme et la femme viennent faire la même chose sur Terre. Simplement, l'homme aura des prédispositions un peu différentes. Souvent, ce qui va se passer, il est parfois plus facile à l'homme. La femme va avoir plus d'intérêt de par sa sensibilité pour les sujets d'évolution personnelle, ce qui va en faire sa force. La femme va avoir des considérations beaucoup plus simples pour ça. L'homme a besoin de certitude. La femme va être plus nuancée. Donc ça va lui donner des facilités que n'a pas forcément l'homme parce que l'homme, et surtout quand il est angoissé, il a besoin de certitude parce que l'incertitude pour un humain, c'est très angoissant, ça fait peur. L'humain adore quand tout est strict et établi. Voilà. La femme, elle, va avoir un capital un peu plus nuancé à ce sujet. Elle va être capable d'encaisser un peu plus la certitude. Par contre, la force de l'homme, ça va être sa capacité à se tourner plus vers l'extérieur du foyer, du par c'est un peu sa génétique, alors que la femme va être plus tournée vers l'intérieur. Voilà, c'est des prédispositions d'ensemble. Évidemment, il y a des exceptions, mais globalement. Et l'homme va avoir une capacité à la gestion émotionnelle meilleure du fait de son système hormonal et de sa configuration initiale. Ce qui fait que lui, quand il va devoir réfléchir à certains sujet, si lui a vraiment de la considération pour ça, à des moments il lui sera plus facile parce que justement il sera pas embêté par ses émotions. Mais souvent la femme va présenter beaucoup plus d'intérêt pour ces sujets-là, ce qui va être sa force.
Et donc souvent, il y a plus de femmes qui vont s'intéresser justement à ça que l'homme. Voilà. Mais si les deux étaient malins et lâchaient un peu leur truc, j'entends par là que ce soit leur certitude ou leurs émotions et se mettaient ensemble, déjà au sein de foyer, c'est extrêmement intéressant parce que souvent on se rejoint en complémentarité. Les couples souvent s'attirent en complémentarité de correction. C'est pour ça d'ailleurs que ça jase parce que souvent l'autre, moi j'ai énuméré tout à l'heure, l'autre, en fait, va nous mettre face à ce qu'on a à corriger. On s'attire dans des problématiques de réparation inconsciente. Voilà. Non, je peux pas te conseiller de livre, Yotar, parce que je lis pas de livre, en fait. Donc, je sais pas trop. Je saurais pas te dire, excuse-moi. Alors, est-ce que les hommes et les femmes ont la même fonction sur Terre? J'ai répondu. Voilà, donc oui, évidemment, les deux viennent chercher la même chose, qui est cette quête de l'évolution personnelle, spirituelle, de devenir un être plus complet, meilleur, plus tolérant. Et tout ce qu'on a énuméré pendant ce live et les derniers. Voilà. Donc je vais voir si j'ai une dernière question. Si vous en avez d'autres, vous me l'envoyez en bas. Voilà. Je vous le redis, pensez à regarder les lives, ils sont sur YouTube, ils sont sur Spotify, les vidéos d'intro aussi pour ceux qui les auraient loupés. Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça et à le partager. Essayez de les voir parce que ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble, parce que sinon on pourrait penser que les choses ne s'imbriquent pas alors que c'est le cas. Voilà, donc essayez justement de faire l'effort. Je sais que ça demande la concentration, c'est peut-être pas les sujets les plus marrants non plus. J'aimerais bien vous faire des blagues, mais je veux pas faire de clientélisme, donc je fais pas le mec marrant. Voilà, c'est vraiment le but, c'est comprendre qu'on est sur Terre pour ça, et donc je veux faire un truc voilà un peu sérieux pour que ça demande un petit effort personnel et intellectuel. Voilà, et pas vouloir trop régaler parce qu'on s'éloignerait du sujet qui est quand même qui mérite d'être traité un petit peu sérieusement, voilà, mais pas trop lourdement non plus, pardon. C'est quoi qui m'a amené vers ce concept, on me demande. Absolument rien, j'ai pas fait exprès, hein, d'accord, donc c'est-à-dire que c'est par curiosité. Voilà. Donc à la base, je suis comme tout le monde, hein, avec beaucoup de curiosité naturelle. On va s'intéresser à un sujet, puis à un autre. Hein. Alors je vois que vous m'envoyez deux questions. Vous pouvez me les écrire. Hein, je crois que c'est. Vous pouvez me les écrire dans la case questions parce que du coup je les aurais oubliés d'ici tout à l'heure. Ouais, je suis désolé. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à ce concept-là, je n'ai pas fait exprès, hein, c'est l'accumulation de plein de choses. Hein. En fait, on aborde un sujet, un autre. Vous croisez un truc, un sujet scientifique. Vous voyez qu'en fait, il corrobore avec une idée philosophique que vous allez avoir, une observation sur la vie. Vous voyez, en fait, là, vous avez une pièce de puzzle, une pièce. En fait, là-bas, ça fait un ensemble. Bon, vous continuez parce que ça vous amuse, vous voyez, vous avez une aspiration pour ça. La vie, comme vous avez une aspiration, vous amène à compléter ce puzzle à travers que ce soit des discussions, des rencontres, des observations, votre vie. Et donc vous allez créer des éléments de puzzle aux quatre angles. Et un jour, j'ai pas fait exprès, hein, je me suis j'ai trouvé comme si j'avais des pièces qui étaient venues rejoindre des parties qui me semblaient être complètement opposées. Et donc ça, à la fin, ça a fait quelque chose ça a fait une image d'ensemble dans ce puzzle. Malgré moi, j'ai pas fait exprès. Extrêmement intéressante, et donc c'est ce que je partage à travers la mécanique de la vie. Je me suis aperçu en fait que sans faire exprès que la vie était beaucoup plus rationnelle, la vie des hommes était beaucoup plus rationnelle que ce que j'aurais pressenti, et que tout était beaucoup plus mécanique, hein, et beaucoup moins aléatoire que ce que je l'imaginais aussi. Et voilà, et donc quand je suis arrivé à cette conclusion, moi je voulais pas trop me montrer parce que j'aime pas trop ça. Et bien après j'ai commencé à faire mécanique de la vie, etc. Et voilà, c'est ce que je partage avec vous. Voilà. Donc ensuite, la prochaine question, comment se reconnecter avec la foi? En fait, la foi, pour moi, c'est quand même dans l'absolu quelque chose d'extrêmement individuel. C'est quelque chose d'extrêmement individuel. Est-ce que tu peux envoyer comment voir les signes qui nous montrent le chemin de vie? Est-ce que tu peux me l'envoyer en question en dessous, s'il te plaît, parce que j'aurais oublié. Comment se reconnecter avec la foi? La foi, pour moi, déjà, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Parce que le problème, c'est que la foi qui naît de l'apprentissage ou de la culture est une foi, c'est une foi qui est une foi qui devient culturelle. C'est une foi qui est apprise. Et c'est une foi qui aura la tendance à être assez fragile. Parce que je pense que dans l'absolu, la foi est une rencontre. Et vous l'avez d'ailleurs chez les chrétiens, c'est la parabole du semeur. Hein, vous pouvez la regarder, c'est la parabole du semeur, mais elle explique très bien, elle donne réponse à cette question, donc je vais me permettre de l'énumérer rapidement.
C'est une charrette, je crois, sur laquelle est posée des graines. Et le sac de graines est percé. Et quand la charrette avance, donc elle tombe des graines sur des cailloux. Dans les cailloux, au soleil, la graine tombe, le soleil brûle la graine et donc elle ne peut germer. Ensuite, il y a d'autres graines qui tombent dans une terre peu profonde. Je crois que c'est dit comme ça. Et donc là, ça fait une plante qui grandit, qui fait sa germination, qui fait sa photosynthèse. Mais quand il y a un climat compliqué, comme elle n'est pas suffisamment enracinée parce que la terre est peu profonde, en fait, elle meurt. Et ensuite, il y a la troisième qui, elle, graine, tombe dans une terre beaucoup plus profonde, beaucoup plus fertile. Et donc là, ça produit des grands arbres et la prospérité et ça résiste aux grands aléas. Ben, en fait, cette parabole, elle est là un peu pour vous étayer ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que quand la graine va tomber quand la graine va sur un terreau qui a été trop conceptualisé, trop appris ou trop organisé par que ce soit la cellule familiale ou par la religiosité, il peut à un moment donné se heurter à une fragilité parce qu'il n'y a pas eu de rencontre suffisante. Vous voyez, ce qui n'empêche pas d'avoir une rencontre, hein, entendez-le quand même. Hein. Mais souvent la meilleure des rencontres, c'est avec soi-même. Ça ne veut pas dire que une religion ne peut pas vous aider à le faire, mais souvent la meilleure des rencontres, c'est une convergence entre soi-même et la compréhension d'une origine créatrice. Si dessus vous êtes catholique, musulman, ben en fait simplement ce qu'il faut vous autoriser, c'est à essayer de comprendre cette religion, mais en étant critique vis-à-vis d'elle, parce qu'elle vous pousse quand même à la réflexion. Hein, chez les catholiques, enfin chez les chrétiens, ce sont des paraboles, la vie de Jésus. Donc sortir des certitudes de choses qui sont écrites sous forme de paraboles, c'est pas possible en vérité. Donc ça veut dire que ça suggère la remise en question pratiquement, et donc la réflexion. Et donc à partir de là, si vous autorisez cette réflexion et vous la mettez en conformité avec des paraboles et tout, ben vous allez pouvoir justement comprendre des phénomènes complexes, vous allez pouvoir avoir peut-être une foi qui sera plus profonde parce que vous allez à la rencontre. Parce que si vous ne comprenez pas et que vous n'essayez pas de comprendre ce qu'est l'origine créatrice, la foi à Dieu, ben vous aurez une foi qui sera très fragile en fait. Voilà. Aux moindres aléas de la vie, comme je l'expliquais tout à l'heure avec la parabole du semeur, vous verrez que vous en retournerez ou que vous n'aurez pas les solutions en fait. Vous n'aurez pas les solutions parce qu'en fait ça sera quelque chose d'appris où vous trouverez des raccourcis qui sont des raccourcis d'hommes, de pensée d'hommes, et ce ne seront pas des raccourcis d'être conscient, vous voyez, parce que lui-même prend toujours des raccourcis parce que c'est sécurisant et c'est facile. Alors qu'en fait, la foi, c'est une rencontre et c'est vraiment une grande réflexion quoi, qui est nécessaire. Pardon. Alors ensuite, prochaine question. Hop. Yana, vous êtes généreux avec les questions. Hein, Aston, wow. Adri plutôt. M'a dit que c'est Adrien. Alors je vais répondre à la question tout à l'heure de Léa, je crois. Pourquoi les personnes décèdent brutalement ou non leurs âmes est prise à ce moment précis. Bon, dans l'absolu, on ne saura jamais, mais pourquoi en fait souvent il y a des décès brutaux? Alors il y a plein de possibilités. Il y en a certaines que je tairai parce que c'est mes théories à moi et je veux pas embêter les gens que ça pourrait heurter. En fait, le problème c'est que on oublie ce qu'on est venu faire sur Terre, d'une part, d'accord? Alors là, soyez hors émotionnel, ne ramenez pas ça à ce que vous connaissez parce que sinon, on va pas pouvoir discuter de ce sujet qui est quand même important. Le problème, c'est que il faut comprendre ce qu'on est venu faire. On est venu pour évoluer. Ce qu'on croit être positif est parfois négatif. C'est toute la mécanique de la vie, d'accord? Quelqu'un qui a vécu finalement en faisant passer les autres toute sa vie n'a jamais existé. Vous comprenez? Si à 5 ans, il y a écrit que tu vas être un être d'empathie et que tu vas laisser passer les autres avant toi, en fait, tu n'as jamais commencé à te sevrer de cette souffrance qui te pousse à faire passer les autres avant toi. Alors sur le papier, t'es gentil, t'es sympa, on t'adore, nous aussi on te souhaite le meilleur, on adore te côtoyer, mais d'un point de vue de l'univers, je le redis, vous l'avez dans mes publications et dans mes vidéos, si vous regardez d'un point de vue de l'origine créatrice ou de Dieu, vous êtes ce que je vous ai donné. Tu as le même comportement, sauf que tu l'as à l'âge adulte, de l'enfant de 5 ans que tu étais. Donc tu n'es pas toi en fait, vous voyez? Donc il y en a où nos raccourcis nous feraient dire bon ben ça lui est arrivé, bon il a vécu dangereusement parce qu'il faisait simi, et ceux pour lesquels ça nous paraît injuste sont souvent dans ce que je suis en train de vous expliquer. En fait, ils n'ont pas compris ce que l'univers et la vie attendaient vraiment d'eux.
Et donc, comme on a tous un compte à rebours, puisque nous sommes des êtres de passage, nous sommes mortels, nous avons une biologie, et bien en fait, le problème, c'est que nous ne savons pas à quel moment ça peut tomber. Et donc là, et donc c'est pour ça parfois que certains décèdent brutalement, soit parce qu'en fait ils n'ont pas compris ce que la vie attendait réellement d'eux, et donc à cette fin ils ont eu cette problématique-là, ou que cette problématique qui arrive à un individu, c'est-à-dire de partir brutalement, a un intérêt pour ceux qui vont rester. Parce que comprenez que dans l'absolu, la mort n'existe pas, une énergie ne disparaît pas. Donc dans l'absolu, alors ça ne veut pas dire qu'on sait ce qu'il va y avoir, mais dans l'absolu, la mort n'existe pas, puisqu'une énergie ne peut pas disparaître. Donc ça veut dire qu'il y a une autre forme après. Bon, après, on va pas rentrer là-dedans, on le saura jamais dans tous les cas, même si 1000 personnes peuvent faire le même témoignage. Ils sont dans un témoignage qui est quantique, et donc en fait leur observation peut être complètement biaisée. Bon, ça serait long à expliquer, mais du coup le témoignage a peu de valeur à mes yeux. Voilà. Mais c'est les raisons pour lesquelles souvent vous allez avoir quelqu'un qui est formidable, qui va décider un peu brutalement, parce qu'en fait, voilà, il avait vécu de manière sacrificielle et il n'a pas fait ce que la vie attendait en fait de lui, qui était de se sevrer de ce paramètre-là, qui est un paramètre de déséquilibre, puisque en fait, il a passé sa vie à dire je n'existe pas et les autres doivent passer avant moi. Voilà. Et comme c'était écrit pour lui, qu'il ne l'a pas fait par réelle volonté de conscience, eh bien, il s'est mis en danger d'un point de vue des lois de l'univers, entendez-le. Voilà ma réponse. Aston, il est chaud. Est-ce qu'on choisit le moment où on part et la façon dont on part? J'en sais fichtrement rien. On le saura jamais pour moi. Donc je t'avoue que répondre à ça restera pour toujours spéculatif. On peut toujours se dire qu'une âme signe un contrat avec l'origine créatrice et donc du coup ils décideront quand ils partiront parce qu'au plan absolu, on sait déjà tout. Bon, possible, mais dans l'absolu, ça sera toujours un peu la roulette russe. Donc moi, c'est des questions sur lesquelles je pense qu'il n'est pas très intéressant de répondre parce que ça sera extrêmement spéculatif pour toujours. Mais il est hautement probable au vu de du fonctionnement du tout, que oui, on est décidé même en amont de comment ça arriverait. Ouais, c'est hautement probable, mais on ne saura jamais. Faut-il se préparer à ce qu'il y a après la vie? S'il existe une vie après la vie. Faut-il se préparer à ce qu'il y a après la vie? Non, non, pour moi, ça ne sert à rien. En fait, vous y préparez. Il faut pas vous y préparer. Il faut vous capitaliser durant votre existence. Et c'est là tout l'intérêt de la mécanique de la vie et des sujets que je partage avec vous aujourd'hui. En fait, moi, je suis pas en train d'essayer de convaincre qui que ce soit. Ça m'intéresse pas du tout. Comprenez bien que ce soir, que ça vous ait plu ou pas, je vais dormir à peu près pareil. Et que ça ait convaincu ou pas certains, je vais dormir pareil. Ça veut dire qu'en fait, je dis ce que j'aurais aimé entendre, en vérité. Donc, à partir de là, moi, je considère que je fais ce que j'ai à faire. Et que chacun en fait bien ce qu'il veut. Ça, c'est vraiment très très important de le comprendre, quoi. Donc moi, je pense que la vie est, comme je vous l'ai dit, on est là pour évoluer. Et donc, tant que vous êtes dans l'incarnation, vous êtes là pour vous montrer. Vous êtes là pour faire de votre mieux. Je parle vis-à-vis de l'origine créatrice, bien sûr. Vous êtes là pour respecter cet ordre établi, ces lois de l'univers. Et en fait, plus vous allez les faire, plus vous avez de probabilité, puisque vous avez respecté les lois de l'univers, d'être récompensé par la suite. C'est en tout cas ce qui est le plus convergent, le plus probable, même si effectivement on ne saura jamais, d'accord? Je le redis, hein, si les océans et les planètes obéissent à des lois de l'univers, comprenez que nous sommes obligés d'en faire autant. Ça paraît élémentaire. Si l'océan ne bronche pas face aux lois de l'univers, ou très peu, on a intérêt à en faire autant, vous voyez? Parce que sinon, l'océan qui ne respecte pas les lois de l'univers, il disparaîtrait. Il partirait dans un trou noir ou je ne sais où. Donc l'humain, c'est la même chose. L'humain, c'est la même chose. Donc il faut pas se préparer, il faut être un vrai vivant, il faut se régaler, il faut vivre, il faut rigoler, il faut réfléchir, il faut agir, il faut fonctionner, il faut être courageux, il faut se régaler, il faut ne pas perdre de temps pour rien. Voilà, faut être des vivants, c'est tout, et surtout réfléchir pour comprendre la vie, les phénomènes complexes et nous-mêmes, et devenir de mieux en mieux. Et c'est comme ça que la suite ne peut être que meilleure, même s'il y a une vie après la mort. Voilà. Comment voir les signes qui nous montrent le chemin de notre vie? Là, le problème, c'est qu'il y a des tonnes de possibilités. Il y a des tonnes de possibilités. En fait, moi, je le redis, je pense que les signes,
ça peut être un leurre. Hein. Plus vous allez devenir conscient, plus comprenez que vous êtes dans l'atome, hein, il y a du plus, il y a du moins, je vous le dis à chaque fois. Donc ça veut dire que le moins est une réalité, hein, on doit le considérer puisque c'est dans l'atome, et donc ça veut dire que partout, il y a du négatif. Donc le négatif, ça va être la forme pour nous égarer, c'est le but, pour que nous devions plus aguerris, meilleurs, plus intelligents, plus savants, plus de discernement, plus complet, meilleure résistance émotionnelle, tout ce que vous voulez. Donc attention aux signes. Hein. Les signes, alors moi je dirais que c'est la convergence des éléments qui va faire que vous allez favoriser un chemin plutôt qu'un autre, d'accord? Donc ça veut dire, on pourrait dire les signes, allez, je vais l'accorder, le discernement, la réflexion, quand elle est neutre justement de besoin, de manque, etc. Donc en fait c'est tout cet ensemble-là, et la temporisation est temporisée, prendre un peu de temps à ce moment-là que vous allez prendre une décision, et c'est la mutualisation de cet ensemble qui va dessiner des probabilités qu'un chemin soit mieux qu'un autre. Et ensuite, là, une fois que vous avez des probabilités et une convergence de l'ensemble des éléments, eh bien, vous allez dire, OK, puisque tout a l'air de converger dans cette direction, eh bien, c'est celle que je vais prendre. Voilà. Et donc, c'est à ça qu'il faut essayer de travailler, et c'est ce fonctionnement-là qu'il faut essayer d'avoir. C'est les probabilités, je le redis, qui régissent l'univers. Et donc il faut raisonner de manière probable, voilà, parce que c'est comme ça. Celui qui gagnera le plus souvent au poker, c'est celui qui respecte le mieux les probabilités. Celui qui gagnera le plus en trading, donc en action, en crypto, en ce que vous voulez, c'est ceux qui respecteront le plus les probabilités, parce que le marché, c'est un marché de la raison, c'est les probabilités. Voilà. Et donc nous, dans nos choix, nous devons agir avec le système des probabilités aussi. Alors, je passe à la prochaine question. Les amis, après ces deux questions, on va s'en arrêter là pour ce soir. On se refait un live très prochainement. J'essaierai de le publier à l'avance, voilà, la prochaine fois. Là, j'avais un long repas de famille. Je ne pensais pas être à l'heure. Voilà pourquoi je ne l'ai pas dit en avance. Voilà. Donc, je réponds à vos deux dernières questions. Merci à tous d'y avoir assisté. Dans tous les cas, il sera publié sur YouTube, et il sera publié également sur Spotify. Voilà. Donc, n'hésitez pas, et vous avez tous les précédents aussi. Comment définis-tu l'alchimie spirituelle et ce que tu en penses? Alors l'alchimie spirituelle, bon moi tout ça c'est des termes que je ne connais pas vraiment, donc je vais vous dire ce que moi ça me laisse suggérer. Déjà ça me laisse suggérer un bon gros terme pour égarer les gens. Voilà. Vous savez, c'est comme quand vous allez au restaurant et que vous avez les feuillets de ceci, cela sur son lit de... voilà. Bon, à la fin, tu lui dis, qu'est-ce que tu me fais? C'est quoi que tu vas me servir? Dis-le-moi. C'est du bœuf, c'est du lapin. Ah, c'est du poisson. Merde, j'avais pas compris. Voilà. Donc, il y a un petit côté comme ça avec ces termes, mais bon, je vais essayer de jouer le jeu. Donc l'alchimie spirituelle, est-ce que tu en penses? Le problème, c'est que l'humain était extrêmement déséquilibré. C'est-à-dire que l'humain est un peu comme tout le vivant, et un peu l'arbre, vous voyez. C'est qu'il est venu dans un monde physique, donc relié à la terre, et il est venu dans un monde spirituel puisqu'il peut réfléchir, penser et évoluer. Et donc comme l'arbre, il va être relié aussi à la photosynthèse, au ciel, voilà. Donc il y a un côté cosmotellurique, c'est-à-dire le ciel et la terre. Donc le ciel, on va passer plus que sa spiritualité parce que c'est un peu intouchable le ciel. La terre, ça va être le monde physique. Et donc notre but, ça va être trouver un équilibre entre les deux. Parce que si vous êtes trop spirituel, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous déconnecter votre incarnation et vous allez avoir des problèmes parce que vous êtes là pour trouver un équilibre entre les deux. J'ai un peu énuméré dans le dernier live, je crois. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre entre les deux. Et la plupart des spirituels de nos jours, en fait, sont complètement déconnectés. Donc, dans une forme, à mon sens, très négative parce que justement, ils ne sont plus dans l'incarnation pratiquement. Ils sont plus dans l'incarnation terrestre, c'est-à-dire que leurs pieds touchent plus le sol. Voilà, je vais pas faire ma blague que j'ai déjà faite, hein. Vous leur faites une balayette, en fait, vous touchez personne parce que les pieds sont pas sur terre, hein. Mais je vous la refais quand même un petit peu, au cas où il y en a deux qui les loupé. Mais c'est l'idée. C'est-à-dire que les gens se sortent parce qu'en fait, la terre, c'est le lourd, d'accord? Donc, eux, ils ne trouveront plus de confort à la voie terrestre. Parce qu'en fait, ils se sont déconnectés, mais parce qu'en fait, ils se sont fait leurrer en vérité, hein. Voilà. Et donc, ils vont commencer à trouver que du confort dans ce qui va penser de la spiritualité. Mais la spiritualité, à ce moment-là, va être un leurre pour les égarés. Voilà. Bon, je pourrais en parler longuement, mais j'en parlerai une autre fois. Donc c'est vraiment trouver un équilibre entre les deux. Quelqu'un qui va ne penser que de manière terrestre, il va lui manquer de spiritualité. La vie, au bout d'un moment, va l'inviter à le faire, parce que sinon, il y a une partie de sa vie qui sera insatisfaisante, parce qu'il ne remplira pas toutes les prérogatives que la vie attend de lui.
Et s'il n'est, je sais plus ce que j'ai dit, s'il n'est que terrestre, hein, ben en fait, ouais, il y a une partie qui est manquante. Donc il faut être les deux à la fois et de manière relativement équilibrée. Mais après, on pourra, si tu veux, garde-la. Merci Shayna de cette question parce qu'elle est bien. Garde-la et tu la reposes un jour. Et à la limite, je rentrerai vraiment dans les détails si ça vous amuse, mais il y a plein de sujets à maîtriser pour trouver satisfaction à ma réponse. Alors, il y a Nico qui sera la dernière question. Comment trouver le juste équilibre, le neutre entre égoïsme et altruisme? Excellente question. Excellente question. En fait, il faut que vous arriviez à vous regarder fonctionner. Vous allez vous louper X fois, d'accord? Entre égoïsme et altruisme, il n'y a qu'un pas. Donc, vous allez vous tromper 50 000 fois. Ça, c'est sûr et certain. Le bon baromètre, je pense, pour moi, c'est de vous observer. C'est-à-dire regarder, une fois que vous l'avez dit, si vous pensez que vous avez eu raison de dire oui. Est-ce que vous regrettez de dire non? Est-ce que ça vous embête de l'avoir fait? Vous voyez, il y a tous ces éléments-là qui doivent converger. En fait, ça vous met face à votre culpabilité, votre incapacité de dire, votre culpabilité, votre incapacité de dire non, votre sensibilité à vos amis, à votre entourage, à vos collègues. Ça vous met en fait face à l'image que vous projetez dans les yeux des autres. Et donc, il vous faut en fait, il vous faut regarder tout ça dans cet ensemble. C'est comme ça que vous allez trouver le juste milieu entre l'altruisme et l'égoïsme. Parce que si vous êtes d'origine trop altruiste, il est probable que pendant un temps, même si vous essayez d'être un peu égoïste, vous allez avoir du mal. Vous allez retomber dans votre altruisme, vous allez culpabiliser, donc vous allez regretter, vous allez envoyer des messages après, oui, mais j'ai pas été là, nanana. Bon, normal. Ou si à un moment donné, vous le faites trop radicalement, parce que justement, la vie va vous l'imposer, parce que du coup, vous allez fonctionner en disant je n'existe pas, à force de faire passer les autres avec vous, c'est comme si vous disiez à la vie je n'existe pas, je n'existe pas. Donc au bout d'un moment, la vie, elle va vous secouer. Et donc vous allez avoir des sentiments assez négatifs, ou des émotions assez négatives pour vous réveiller. Et donc c'est justement là où vous avez ce baromètre de la culpabilité et de la sensibilité qui va vous permettre de ressentir et de voir quand vous en avez fait trop. Voilà. Et quand vous en avez fait pas assez, ben, dans tous les cas, de temps en temps, vous en aurez pas fait assez. Mais c'est votre confort, d'accord, qui va être un peu le baromètre dans un premier temps. Et plus tard, quand vous aurez moins les émotions qui vous guident parce que vous serez moins soumis à ok, ce que j'ai fait c'était égoïste, ce que j'ai fait c'était trop altruiste, hein, et ben en fait là vous aurez surtout la raison qui sera prédominante et en fait vous ferez tout le temps ce que vous avez envie de faire, ça sera très convergent avec ce que vous auriez vraiment fait et c'est pas vos émotions qui vous auront dicté si vous deviez être égoïste ou altruiste à ce moment-là, ça sera votre raison parce qu'elle sera prédominante à ce moment-là, voilà. Et donc ça sera dans tous les cas tous nous serons tous assujettis à ça. Ça, c'est indéniable. Ça fait partie des éléments les plus importants de la vie des hommes. Donc tous nous serons assujettis à cet équilibre-là entre l'altruisme et l'égoïsme. Voilà, ceux qui sont d'origine trop altruiste seront invités à devenir un peu plus égoïstes, et ceux qui sont d'une origine un peu trop égoïste seront invités à un altruisme. Voilà, obligatoirement parce que c'est l'équilibre entre les deux. Et donc le système barométrique, comme je vous ai dit, c'est justement trouvé par la sensation, par la perception, par la raison, par l'observation de soi-même, ou sinon, après que vous soyez tombé, que ce soit dans l'égoïsme comme l'altruisme, vous réfléchissez et vous dites, ok, est-ce que j'ai bien agi, est-ce que c'était mérité, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Voilà, vous rendez pas botch, mais vous essayez au fur et à mesure de le discerner. Voilà. Bon, merci à tous en tout cas pour toutes ces questions. Vous avez énormément participé. J'avais rien préparé. Je le redis, j'avais pas annoncé à la dernière minute parce que j'avais pas prévu de le faire. Repas de famille oblige. Je me suis dit, je vais être plein comme une oie, ça va être infernal. Et finalement, j'ai eu envie et j'ai pu. Donc je l'ai fait. Donc merci de votre participation, c'était super. Merci à tous d'avoir autant joué le jeu. Je pense qu'on se donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours peut-être. Voilà, merci à tous d'avoir été là. La vidéo, vous pourrez la retrouver, je le redis, sur Spotify et sur YouTube, sur le compte Mécanique de la vie. Attendez, j'ai ma compagne qui me pose une question. Bon, désolé, je fais une rallonge, je suis obligé, elle m'a posé une question. Elle vient de... Ah, c'est pas elle, d'accord, elle me dit t'as oublié quelqu'un. Bon, attendez, je prends 2 secondes et je réponds à cette question et finalement je fais une rallonge et si les autres, il y en a qui ont quitté, vous pourrez le voir demain. Si tout est réalité et que l'on perçoit cette réalité, comment savoir si c'est vraiment la réalité?
Ah là 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 là, mais vous voulez, en plus vous posez des questions compliquées au moment de partir, vous êtes vous êtes des sacrés joueurs. Alors attendez, je me concentre 2 secondes pour essayer de vous dire un truc qui soit quand même un peu raisonnable. Si tout est réalité et que l'on perçoit cette réalité, comment savoir si c'est vrai, la vraie réalité? En fait, il faudrait le disséquer. Cette phrase, c'est une phrase à disséquer pour essayer de la comprendre. Pour essayer de la comprendre. Il faudrait vraiment la disséquer. Le problème, c'est qu'en mécanique quantique, je le redis, le résultat dépend de l'observateur. Donc à partir de là, si le résultat dépend de l'observateur, ça veut dire que toute réalité est une perception. Dans l'absolu, je parle, d'accord? C'est-à-dire que le monde physique a des caractéristiques qui lui sont spécifiques, et donc c'est observable. Le monde quantique, on vous dit qu'en fait le résultat dépend en fonction de l'observateur. Donc c'est très différent. Quand vous avez un raisonnement physique, ce que nous avons tous, puisque nous sommes ici de ça, je bouge ma bouteille, on fait tous la même chose, elle bougera de la même manière. Bon, en quantique, la bouteille prend des directions très différentes, où il pourrait même y avoir plusieurs bouteilles. Donc ça veut dire que notre perception de ce que pourrait être la réalité est la perception tant que nous exerçons avec notre vision à nous, notre observation à nous, et donc nos paradigmes à nous. Et donc comment savoir si c'est la vraie réalité? Eh bien en fait, plus votre conscience va grandir, plus vous allez vous apercevoir que votre réalité, ce que vous pensiez être votre réalité, était en fait complètement erroné. Et que c'était une réalité de faciès, c'était une réalité d'apparence en fait, mais ce n'est pas une réalité absolue. Voilà, donc il y a une réalité du monde physique. Voilà, la bouteille, ce que nous vivons, ce que nous touchons, etc. Et après, on pourrait parler d'une réalité différente dans notre observation du monde et de ce que nous croyons être la réalité. Ou même on pourrait chercher, alors vraiment si on est tatillon, on pourrait même pousser que la réalité vécue par les hommes serait dans un absolu quantique ailleurs en même temps sur Terre, parce qu'en mécanique quantique, une chose peut être à divers endroits. Donc, on pourrait imaginer bon là vraiment, on ne le saura jamais, entendez-le, hein, mais une âme pourrait être incarnée dans différents corps. Voilà, quantiquement parlant, ça pose pas de problème. D'un point de vue physique, c'est impossible. D'un point de vue quantique, il n'y a pas de problème. Voilà, comme dans un data center, vous pouvez avoir dans votre ordinateur, vous pouvez avoir la même photo dans 10 dossiers. Vous voyez, si l'information de l'âme est une photo, ben vous pouvez la mettre dans 10 dossiers. Mais vous pouvez la mettre dans un data center et elle peut être consultée par des millions de gens. Pourtant, c'est la même information qui part de la même origine. Et les gens pensent tous avoir accès pensent être peut-être les seuls à avoir cette information. Alors vous êtes peut-être des millions à la taper au même endroit. Voilà. Donc ça, cette question est extrêmement philosophique et large, il faudrait vraiment la disséquer pour y répondre vraiment convenablement. Voilà, j'ai donné un élément de réponse en essayant de disséquer légèrement, mais si un jour ça vous amuse, c'est le genre de questions qu'on pourrait vraiment disséquer énormément pour essayer justement de trouver des convergences et des choses intéressantes derrière. Mais là, c'était pas trop le but, mais c'était quand même pour donner un élément de réponse. Donc merci à ma compagne de me l'avoir fait passer. C'est moi qui ne l'ai pas vu, Merci une nouvelle fois à tous ceux qui ont suivi ce live. Merci à tous. Merci d'avoir autant participé. Merci de suivre la mécanique de la vie. On va continuer de faire des lives réguliers. On essaiera même de faire des thèmes. Mais pour l'instant, je rentre pas trop dedans pour justement que ça puisse donner envie. Après, on s'amusera à prendre les sujets un à un. Mais là, on est toujours dans la phase un peu d'intro pour avoir une vue d'ensemble. Et on n'essaye pas de rentrer sur quelque chose de précis. Donc, merci une nouvelle fois à tous ceux qui l'ont suivi. Je le redis, vous aurez ces lives sur YouTube. Vous les avez les précédents. Je vous invite tous à les regarder pour vraiment pouvoir suivre au mieux. Vous avez aussi un podcast sur Spotify. Merci à tous. Il y a la mécanique de la vie.com. Il n'est pas très bien référencé, mais il grimpe au fur et à mesure des semaines parce que le site est récent. Et excellente soirée à tous. Merci de votre participation. C'était super sympa. Et sûrement dans 15 jours, bien que ce soit les fêtes, alors peut-être qu'on le bougera un peu à ce moment-là. Merci encore et très bonne soirée à tous. Merci.